À chaque génération, un podcast est créé. C'est accompagné des pâtisses que Stéphanie et Bruno partagent avec vous leur visionnement de Buffy the Vampire Slayer. Ce podcast est une présentation de Terreur sur le pod et est pour un public averti. Parce que tu pourrais entendre des mots comme Happiness. Je sais pas. Bienvenue à Buffy contre le pod. Bon, ici et maintenant et bienvenue à Buffy contre le pod. Et je suis avec mon ami et co-animateur Bruno. Bruno, comment ça va aujourd'hui? Allô? Aïe, aïe, ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas enregistré, fait que je suis toute fébrile là, de... Ça fait tellement longtemps, j'avais commencé à disparaître. Ben... Non. Juste... Oh, Lynn. Hey, tu me coupes le clapet tellement que ça m'a comme... C'était bon, c'était tellement bon. Pas vrai, il me manquait 3 doigts, là. Il était temps qu'on arrive. On va vous le dire. Ah, puis ton bras faisait un tour complet quasiment. Oui, non. Il était temps qu'on paye sur record. Stéphanie Duval. Ah oui, je me disais, c'était ça son nom de famille. Ouais, oui. non, c'est Ross, mais c'est ça, c'est parce que Cléa Duval qui est comme une actrice chouchou de mon cœur. Je sais pas toi pour toi, là, mais moi, je l'adore. Ben oui, pour moi, c'est Les Enseignants ou The Faculty en anglais. Moi, c'est de ce film-là que je me rappelle surtout. Mais là, aujourd'hui, pourquoi on vous parle de disparaître et de Madame Duval, de Mademoiselle Duval, c'est qu'on fait l'épisode 11, avant-dernier épisode de la saison 1, At a Boy. Ouais, déjà. Et l'épisode Portée disparue, ou dans la version originale, Out of Mind, Out of Sight, qui est un épisode que tu affectionnes particulièrement, Bruno? Écoute, c'est mon préféré de la saison 1. Puis c'est pas juste que je l'affectionne, c'est un épisode qui me touche toujours plus à chaque fois. Le calibre, je pense, de Cléa Duval aussi, qui était dans Buffy, qui est invisible, mais tellement présente dans l'épisode. Mm-hmm. Je sais pas, il me touche beaucoup. Puis tu sais, j'en ai vécu de l'intimidation quand que j'étais au secondaire, donc... je pourrais pas dire que je me sentais invisible parce que je me faisais tellement niaiser que j'étais tout sauf invisible. Mais imagine-toi en être rendu au point où, parce qu'à un moment donné, c'est ça que j'ai fait, hein, je me suis reculé puis j'ai voulu m'effacer de tout le monde, tu sais, puis que t'en es devenu comme invisible, genre pour tout le monde, puis que tu te sens comme ça, puis qu'il y a un vide, là, tu sais, là, fait que puis tu vois, là, ça m'amène justement à parler de ce que j'aimerais qu'on dise à nos auditeurs en ce moment, que ça va être un épisode lourd de déclencheur. Oui. Juste pour le sujet qui est en fait la santé mentale, où est-ce que justement le personnage de Marcy Ross se rend, là. Mm-hmm. Oui, ça en est drôle un peu parce que de la façon que ça en est raconté, ça a été fait en 97 puis tout, mais il y a quand même un sous-texte à cet épisode-là qui est lourd, qui est vraiment lourd. Donc, je parle à toi, l'auditeur. Si tu te sens seul et que tu sens que tu as besoin d'aide et que tu as besoin de quelqu'un pour t'écouter, telle aide. 1-800-567-96-99. Si t'es rendu aussi à avoir des idées noires, des idées suicidaires, suicide.ca aussi, qui est là, téléphone et clavardage. Ça, c'est cool. Il n'y avait pas ça dans le temps, clavardage. Oui. Aïe, OK. Imagine-toi, on dirait que je viens d'allumer qu'il y a ça. Là. Mais maintenant que ça, c'est dit, oui. Place au plaisir de Buffy. Puis moi, cet épisode-là, ce que je trouve quand même intéressant, c'est que c'est le deuxième épisode où il y a une grosse trame au niveau de l'intimidation, parce qu'on se rappelle qu'à l'épisode 6, dans The Pack, les hyènes, il y a quand même, c'est mis de l'avant, là. C'est des intimidateurs. C'est pour ça même qu'ils sont sélectionnés par l'entité animale. Mais je trouve que dans cet épisode-là, dans Portée disparue, il est vraiment traité plus en finesse. On est moins dans les intimidateurs, les méchants, et on est aussi dans les intimidateurs au féminin. C'est pas pareil. Ben, tu sais, c'est moins je vais te taxer ton lunch puis je te donne des claques, mais on parle de l'ignorance, hein, de vraiment ignorer une personne. Et
d'ignorer volontairement une personne, c'est d'une violence. Je pense entre autres la scène de la salle de bain. Mais ils disent de faire ça à un chien, puis ça a l'air que c'est hyper souffrant pour eux autres, mais que ça les aide à comprendre comment se comporter, donc de les ignorer. Oui, mais je veux dire, il y a aussi des techniques de faire ça avec un enfant de 2 ans, là, quand il fait sa crise. C'est comme, on l'ignore, nous, on continue à faire le bricolage, on le laisse faire sa crise, puis on lui donne pas d'attention, mais à petite dose, là, parce que l'ignorance intentionnelle, là, c'est très, 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 très violent. Et on le voit dans l'épisode, entre autres, la scène de la salle de bain qui, pour vrai, difficile à regarder. La puis face sans café, quand elle rit avec eux autres. Oui, puis elle veut tellement, puis elle se dit que ça marche pas. Mais oui, de le réécouter aussi, ça me fait repenser à des moments, des événements au secondaire où t'es comme c'est que j'aurais dû step up là-dessus, comment ça que j'ai fermé les yeux là-dessus, comment ça j'ai rien dit là-dessus. Parce que probablement que t'avais peur. Ben oui, parce que c'est comme, si c'est sur cette personne-là... C'est pas sur moi, je comprends. Fait que, ouais, non, c'est effectivement... C'est facile à dire quand on n'est pas dans la situation, tu sais, j'aurais dû faire ça, ou, tu sais, moi, je retournerais au secondaire en ce moment, puis asti, j'aurais cette attitude-là, puis là, mais mais tu serais pas la même personne. C'est comme de dire, si je pouvais le refaire, je le ferais différemment. Ben oui, mais t'aurais la maturité, l'intelligence émotionnelle, le background, l'expérience, la confiance. T'avais pas... Tu sais, retourne-moi au secondaire à 17 ans avec ma tête puis mon expérience, je ferais pas mieux avec ce que j'avais dans mon coffre à outils. Là, tu sais, les dés sont frimés. Si tu me retournes au secondaire avec mon coffre à outils actuel, bien entendu que ça se passerait pas comme ça, là. Mais encore là, c'est tellement pas pareil que probablement que j'arriverais là puis que je figerais, là. Écoute, moi, je me rappelle du sentiment de quand il y a une gang qui s'en va sur toi, là, mais littéralement une gang qui s'en va sur toi. C'est terrifiant. Puis peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu fais, ça change absolument rien parce que leur idée est déjà faite. Puis l'effet de groupe, le fait d'avoir le support de tes comparses, ça te rend tellement puissant. On le voit ici avec Cordelia qui, quel hasard, se sent seule. Ben tu sais, il y a la trame qu'on voit dans l'épisode. Il y a aussi celle qu'on voit pas, c'est-à-dire chez Marcy. Parce que c'est pas juste à l'école qu'elle se sent invisible. Tu te rends pas là juste pour ça. Tu retournes chez vous, tes parents te voient, mais on sait pas c'est quoi ses parents. Tu comprends-tu? Puis je pense que... Oui, bien on peut s'imaginer qu'il n'y avait pas de support non plus à la maison. Sinon, ça aurait pu créer un certain équilibre. Puis, tu sais, quand tu parles de l'effet de groupe aussi, on va y revenir dans le pas à pas, mais tu sais, il y a une scène, entre autres, où il y a un flashback qui se passe dans une classe où même la professeure elle-même est embarquée dans... cette dynamique-là. Puis ça, des professeurs qui embarquent dans les dynamiques d'intimidation, been there, done that, là, on en a vu. Je sais que j'ai déjà parlé du cours d'éducation physique qui était le cours où l'intimidation prenait un niveau là, exponentiel parce que, bon, peut-être un petit peu moins d'encadrement. De discipline, exactement, d'encadrement. Puis il y avait aussi plein d'espace pour qu'il n'y ait pas de supervision, les vestiaires, le terrain de jeu, tout ça. Mais, tu sais, moi, j'ai vu des professeurs embarqués là, avec les intimidateurs là, de l'effet de groupe. Tu sens que c'est comme les intimidateurs qui sont cool. Fait qu'il y a certains profs qui embarquaient là-dedans aussi. Ben, je vais être cool si je suis avec les cools, là, tu sais. Donc, ouais, c'était assez particulier comme épisode, mais je trouvais que c'était, mis à part le fait qu'elle disparaisse, là, ça, c'est pas représentatif de la réalité. Non, mais quand même. Mais c'est une métaphore, là. Oui, c'est ça. Mais je veux dire, sinon... Il y a beaucoup de scènes que j'étais comme, ben oui, 100% ça, 100% exactement comme ça que ça se passait. Puis tu sais, la minute qu'elle se fait donner le power, puis tu sais, regarde, je vais le dire, full disclosure, le nombre de fois que moi, dans ma tête, je me suis dit des choses comme ça au secondaire, si je pouvais te montrer. Si je pouvais... Puis c'était un peu pour ça que j'écrivais mon histoire. C'était un peu pour me donner... Quand je lisais mon histoire, parce que, tu sais, l'histoire de Vampire Slayers que j'écrivais, ça s'écrivait en plusieurs jours, mais aller m'enfermer là-dedans, là, c'était moi qui était plus fort là-dedans. C'était moi qui avais le pouvoir de défendre tout le monde à l'école. Je sais pas si c'est un peu dans ce monde-là, évidemment, pas à l'école. À l'école, je me sauvais puis je me cachais. Non, mais c'est sûr. Est-ce qu'on peut tenir... Macy responsable du niveau de violence qu'elle atteint
quand elle reprend finalement un peu le pouvoir, est-ce qu'on peut dire, je pense que wow, c'est ça, elle va trop à la même loin? place que moi, c'est ça. Puis c'est touché, là. C'est touché parce qu'elle va quand même jusqu'à vouloir assassiner quelqu'un, là. Ben oui. Pousser dans ces raccoins-là, être victime d'une telle violence pendant aussi longtemps, est-ce qu'on peut se surprendre que la personne se révolte et veulent aller vers la vengeance? Même si on sait qu'ultimement, la vengeance, c'est pas nécessairement... Ben en fait, c'est rarement payant parce que souvent, après la vengeance, il y a pas ce sentiment d'apaisement, de faire comme, bon, enfin, tu sais, ça vient pas réparer grand-chose, finalement, ben non, la parce vengeance. que la plupart du temps, quand ils finissent ces gestes-là, ces gens-là s'enlèvent la vie, là, la plupart du temps, parce que justement, remarquent que ça n'a pas fait qu'est-ce que j'ai cherché, tu sais, fait non, que ça ça. comme... Je suis pas plus réparée. C'est ça. Ah, mon Dieu. Donc, mais, tu sais, est-ce qu'on peut la tenir responsable d'avoir voulu faire ce qu'elle a essayé de faire? C'est questionnable. Moi, Marcy, j'ai tellement le goût de la prendre dans mes bras, là. Puis tu sais, c'est ça, quand Buffy elle revire, elle a... Puis c'est d'ailleurs une des premières fois qu'on la voit devoir prendre la décision d'être celle qui est forte, celle qui... OK, ben regarde, je m'excuse, Marcy, mais je peux plus être de ton bord, là. Tu sais, t'es une psycho. Oui, il faut que je t'arrête, c'est ça. Exactement. C'était dégueulasse, qu'est-ce qu'on t'a fait? C'est épouvantable ce que t'as subi, mais je dois te mettre par terre et te faire une contention parce que je dois t'arrêter. Je peux pas te laisser faire ce que tu vas faire. Hey, c'est tellement bon, cet épisode-là. Sérieux. Oui, regarde, écoute, je suis bien excité là, parce que... Aïe, c'est donc bien cool! Imagine-toi les choses desquelles on parle à cause d'un show qui a joué en 97. Oui, mais pourtant, encore 100% d'actualité là, au niveau de l'intimidation. Après ça, je suis pas convaincue de la fin. Moi, je rappelle que j'avais pas aimé la fin, puis je l'aime pas plus à la réécoute. Mais elle me confuse, en fait, moi. Oui, c'est ça. Je sais pas trop où on s'en va avec ça. Puis surtout qu'on n'en reparle jamais après ça. C'est si ça, seulement mais moi, ça avait été le début de quelque chose. J'ai une petite théorie par rapport à la fin que je sais comment, OK, ben c'est peut-être pas négatif, mais on en reparlera rendu là. OK, parfait. Ben écoute, là-dessus, Bruno, je t'envoie au segment 2. Oui! Alors, nous parlons de l'épisode Out of Mind, Out of Sight, ce qui se traduit en hors du mémoire et hors du yeux. Hein? Oui, exactement. Exactement. C'est ça, dans le dictionnaire, j'ai regardé. Et Portée disparue dans la version française. Un épisode qui a été diffusé le 19 mai 1997 pour la première fois à la télé. Les autres, j'ai toujours oublié de nommer les dates, mais je vais tenter vraiment de mettre une note de toujours nommer la date de diffusion originale de l'épisode parce que je trouve ça le fun à savoir. Mettant en vedette Sarah Michelle Gellar, Nicholas Brendon, Allison Hannigan, Charisma Carpenter et Anthony Stewart Head qui sont nos acteurs principaux. Une histoire écrite par Joss Whedon lui-même et traduite pour l'écran, donc scénarisé, je crois, par Ashley Gable et Tom Swiden. Réalisé par Reza Badei. Je sais pas si c'est une femme ou un homme, mais j'ai tendance à pencher vers une femme. Okay. Pour traiter le sujet, surtout, là, je pense que c'était comme... Je me dis Reza, je sais pas, je figure. Comme artiste invité, David Boreanaz qui joue Angel, Armin Shimmerman qui joue Principal Snyder, Cléa Duval qui joue Marcy Ross, Mercedes McNabb qui joue... Harmony, Mercedes McNabb. Je l'aime assez. Puis son nom, il est drôle, je trouve. Mercedes McNabb. Ryan Bittle qui joue Mitch. Denise Dawes qui joue Mrs. Miller, pardon. Mark Farian qui joue Agent Doyle. Skip Skullkill qui joue Agent Manetti, pardon. Et Julie Fulton qui, elle, ils se sont pas donné la peine de dire c'était qui. Dans le guide de... Peut-être une des petites mouches qui volent autour de Cordelia. Sûrement, une de ceux-là qui parle. J'ai aussi une section dans le guide des monstres qui parle de Marcy. Je me suis dit, je vais la lire parce que je trouvais ça intéressant. Il faut juste que je retrouve la page. Elle est ici. Mon Dieu, elle est dans le livre des monstres? Oui, elle est dans le livre des monstres. Mais elle a sa catégorie à elle. Ben, pas elle tout seule, mais... Humaine blessée, je sais pas. Ouais, pas mal ça, en fait. Parce que dans sa catégorie... qui est invisible, il y a Marcy Ross, il y a Xander, il y a... Xander?
C'est tout. Xander, dans la saison 4, quand ils vont dans la maison hantée, puis que le démon réalise tous leurs rêves, lui, il est invisible, il leur parle, puis on le voit pas invisible, mais il est invisible. Ben là, il aurait dû mettre Buffy, tu te rappelles, dans la saison... Il est dans la saison 6, mais il n'était pas sorti encore. Okay. C'est ça, il n'était pas joué encore. Quand elle se fait frapper par le fusil... ça, là, c'était... invisibilisant. Puis elle siffle la toune du musical. Puis après ça, elle est juste comme « Ah, je suis invisible. Time of my life. » avec Spike. Oh my God. Alors, oh my God. Alors, les gens invisibles sont-ils nécessairement des monstres? Fait que là, ils se posent la question, ils autres aussi. Néanmoins, étant donné ce pouvoir spécial qui les rend plus ou moins qu'humains, la définition du monstre dans ce livre, il nous est apparu utile de leur accorder une catégorie particulière. Un élément majeur de cette décision est le suivant. Comme le vampire, le loup-garou, le zombie ou le sorcier, l'homme invisible est un monstre archétypal de la culture populaire. Voilà pourquoi on l'a traité dans Buffy. Dans la mythologie de Buffy, nous ne possédons d'informations solides que sur un unique personnage invisible, Marcy Ross. Buffy, Giles et les autres croient que la transformation de Marcy est due à la proximité de la bouche de l'enfer. Pourtant, à la fin de l'épisode, nous apprenons que les gens invisibles ne sont pas aussi rares que nous pourrions le croire. Apparemment, il en existe des tas qui ont été embauchés pour travailler au service du gouvernement américain comme espions ou assassins. Ils ont manqué, tant qu'à moi, l'opportunité de revenir avec Marcy dans la saison 4 quand Dean et Sheriff étaient là. Probablement que Léa Duval n'était peut-être pas disponible, je sais pas, peut-être qu'elle n'était plus là, tout ça. Donc, femme invisible. Good. Puis une belle alternative dans le sens où, dans le cinéma hollywoodien, on a vu des hommes invisibles. Oui, tout le temps, en fait. On a vu différents remakes, différents twists, mais jamais de femmes invisibles. Donc, intéressant. Mm-hmm. Avec Léa Duval en plus. Oh my God, c'est tellement bon. Est-ce que c'était avant ou les enseignants de faculté, c'était après? Oui, c'était après. Okay. Parce que les enseignants, si je ne me trompe pas, c'était en 99 que c'est sorti. Oui, ça se peut. Parce qu'elle se ressemble vraiment beaucoup, là, à la même coupe de cheveux, à la limite, là, dans les enseignants. Là. Je sais pas pourquoi, cette femme-là, mais chaque fois que je la vois, je suis content. Sauf dans She's All That, elle fait une bitch là-dedans qui est vraiment comme my God. Puis elle dit à la fille, tu devrais te suicider. Je me rappelle, ça m'avait tellement marqué. Puis pour se venger, il fait un beau maquillage de clown. Ouais, mais c'est pas assez. Tant qu'à moi, c'est grave qu'est-ce qu'elle a dit. Là. C'était doux là, comme vengeance, mais bon. Ben, parlant de douce vengeance, est-ce qu'on va parler de l'épisode? Parce que j'ai vraiment hâte. On s'en va au pas à pas au segment 3. Chico! Bonjour, ici Samantha. Quand je pars en tournée avec les chanteuses TSLP, que je passe par Granby et que mon auto est cassée, c'est sûr que je vais aller voir Cindy. Chez Cindy Roy Silencieux. J'ai toujours de bons services. Si tu me crois pas, écoute ce témoignage d'un client Google. Il n'irait pas ailleurs pour un problème de silencieux. Elle m'a réparé ça comme une vraie pro, pour moins de 50 $. Alors que chez le concessionnaire, ils auraient probablement tout remplacé et ça m'aurait coûté les 2 bras et les 2 jambes. Il y a encore des gens honnêtes. Un immense merci à toi, Cindy. Pour plus d'informations, composez le 450-521-5128. Parce que c'est Cindy Roy Silencieux, c'est Cindy Silencieux. C'est pas pire, hein? Alors, l'épisode commence. Première scène, on voit Sunnydale High School, Cordelia, Mitch et Harmony. Première apparition pour Mitch, à moins que je me trompe. Non, on l'a pas vu avant. Bon, qui est un peu... un jock. Identifié comme la date un peu douchebag de Cordelia. Douchebag, j'aime ça. C'est pas mal ça. Tout de suite, on est en discussion pour The May Queen, donc la reine de May. Donc, exactement. Donc, il semble avoir une élection pour élire une reine de May. Puis ensuite, il va y avoir un bal et le Cordelia veut se faire accompagner par Mitch. Donc, la discussion va bon train par rapport à ça. Et il rencontre dans le corridor, en fait, il rentre face à face dans le corridor avec Buffy qui échappe le contenu de son sac. Ah ouais, son sac d'école tout à terre
Exactement. Et là, ben, dans son sac, elle a pas un coffre à crayon puis un livre d'histoire normal. Mais il y a beaucoup de... Ouais. J'ai écrit elle renverse son stock médiéval, donc il y a beaucoup d'armes, des pieux. Médiéval. Dans ce cas, plein de sortes d'armes de défense un peu bizarres. Et là, tout de suite, ben là, Buffy se met à se justifier. Elle dit, c'est pour le cours d'histoire, c'est des artefacts. Puis elle essaie de se justifier, mais ils n'en ont rien à foutre, en fait. Cordelia, elle s'en calisse, là, comme... Vraiment. Elle dit, tu dois te demander pourquoi j'ai tout ça. Wow, I really don't. Exactement. Donc, bon, tout de suite, elle lui dit à quel point elle est weird et dit à Mitch et à Harmony, est-ce que je vous ai déjà raconté la fois qu'elle m'a attaqué au bronze? On fait référence à... je me rappelle pas si c'est dans l'épisode 1. Ouais. Dans le premier épisode où, pensant que Cordelia était un vampire, là, dans un raccoin du bronze, l'avait comme un peu pris à la gorge en la menaçant avec un pieu. Donc là, bon, bien entendu, ils continuent à marcher dans le corridor, ils en ont rien à foutre de Buffy, puis Buffy reste derrière, puis elle les entend, médire contre elle, puis on voit là, dans le visage de Buffy la tristesse de pas être dans la gang. Ah oui, ça s'en va en fade, là, ouais. Mais regrettes-tu de pas être avec Cordelia ou quoi? Parce qu'elle a des bons amis, Buffy, là. Hey, Willow et Xander, là, c'est la crème de la crème, là. Oui, mais il y a une partie d'elle qui va encore fit in parce que, tu sais, quand elle rentre dedans et elle les renverse, elle aurait pu juste dire comme, hey, tasse-toi, hein, au pire, c'est vrai, elle aurait vrai. Attention, la reine arrête. Elle aurait pu revirer ça. Elle est capable de répondre, Buffy, on le sait, mais tout de suite, elle était comme, excusez, mais elle veut pas avoir de l'air weird devant eux, mais elle a tout le temps de l'air weird devant eux, on dirait. Là, c'est ça leur dynamique. Donc, effectivement, il y a un fondu. On s'en va en classe. J'écris classe d'anglais. Je pense que c'est le cours d'anglais dans le sens où ils ont lu un livre, ils font l'analyse d'un livre, comme nous dans nos cours de français, on lisait des livres, comme faire nous des analyses Buffy sur en des ce moment. Exactement, c'est un cours de Buffy. Le rêve, mon Dieu, c'est nous. Je sais pas c'est quoi le livre dont on fait référence, mais je veux quand même, encore une fois, attirer ton attention sur le sujet qu'on aborde, parce que les sujets qu'on aborde dans les cours en début d'épisode ont toujours un lien avec la thématique. Donc, dans le cours, on parle de revanche, on parle de colère, d'un personnage, d'un outcast, donc un personnage marginalisé. On parle de justice versus la souffrance. Donc, vraiment, on est dans la thématique de l'épisode. C'est plus tard, mais il amène aussi quand même le sujet des points de vue qui est le point de vue de Cordelia versus celui de la personne. Si on est du côté du protagoniste ou du côté de l'antagoniste, tout ça, ça commence à se développer là, à partir de là. Exactement. Puis justement, il y a une espèce de tour de classe sur qu'est-ce que vous avez pensé du livre. Puis c'est là que c'est intéressant. Tu sais, on a comme l'impression que Cordelia est peut-être un peu une cruche vide, tu sais, qui à part d'être belle et pas grand-chose, mais on sent quand même dans cet épisode-là que c'est quelqu'un qui a fait les lectures, qui a une opinion, qui tu sais, après ça, qui demande de l'aide parce qu'elle veut être sûre que son travail soit bien fait, tout ça. Donc, c'est parce qu'elle veut sûrement avoir des bourses puis tout ça. Là, elle vient d'une famille prestigieuse. Bon, c'était pas facile. Oui, mais c'est juste que j'avais l'impression que, tu sais, que c'était pas un cerveau sur deux pattes, mais dans le fond, tu sais, je pense qu'elle a quand même des bonnes notes. Moi tout, je pense. Puis je me rappelle celle à mon école secondaire aussi, celle que les gens voyaient nunuche, elle avait des hosties scores, là. Ouais. Ouais. C'est ça, c'est pas tout le temps. C'est parce qu'on oublie des fois qu'ils sont tellement belles, on oublie qu'ils ont un cerveau. Ouais. C'est parce qu'ils s'en servent pas tout le temps non plus dans leurs commentaires et leur façon d'agir avec dans leur relation ici, on parle de Cordelia, là, bien sûr. Oui. Mais, et d'harmonie, entre autres. Ouais, elle, je suis pas sûre qu'elle a des bonnes notes. Donc là, on demande, qu'avez-vous pensé? Et Cordelia lève sa main pour donner son opinion sur le livre. Puis encore une fois, je ne sais pas exactement c'est quoi le livre, mais ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'on parle peut-être on parle de communauté juive à un certain moment. Donc, j'ai l'impression que c'est peut-être quelqu'un qui
a vécu de la stigmatisation ou peut-être même le génocide pendant la Deuxième Guerre mondiale et qui semble vouloir se venger de ce qui s'est passé. Et Cordelia, elle, prend parole et dit, là, ma gars, qui en reviennent, puis, tu sais, c'est comme si, là, parce que lui, il a souffert, là, faut que... C'est juste lui qui est important, puis c'est juste sa souffrance. Gars, peut-être que les autres aussi, ils ont souffert, puis son point de vue est assez... Moi, c'est ça. Je suis pas sûr. Elle dit c'est un point de vue intéressant, mais du point de vue à Cordelia qui n'a pas d'empathie. C'est ça manque extrêmement d'empathie. Puis en fait, l'exemple qu'elle donne est comme... Je vais vous donner un exemple. Moi, une fois, j'ai frappé une fille en char, puis la fille, elle capotait, puis comme si c'était la pire journée de sa vie. Moi, c'est la pire journée de ma vie. Regarde, là, j'ai frappé quelqu'un, là, genre j'ai eu full peur, là, puis là, mon auto... Puis elle passait juste à sa jambe. Puis elle passait juste à sa jambe cassée. Donc, vous voyez l'exemple, là? Ah ouais, c'est ça. Donc, en gros, ce que Cordelia dit, c'est que la personne qui a souffert, qu'elle get over it, puis qu'elle passe à autre chose, parce que les autres aussi, ils peuvent avoir souffert, puis tout ça. Donc, déjà là, on voit que ça met la table pour ce qu'elle a fait subir aux autres. Elle n'est pas capable de prendre un pas de recul pour avoir un peu d'empathie, comment l'autre a pu se sentir lors des séances d'intimidation. Ben, on l'a jamais vu non plus dans la série intimider personne d'autre que la Scooby Gang. Hein? Fait que on l'a vu faire des commentaires aux gens ici et là, comme mais pas bullier full-on autre personne que, puis invalider là, personne que la Scooby Gang. Puis ici, je pense qu'on avait besoin, genre, de justement montrer à quel point elle pouvait être méchante, tu sais, au point de, comme justement la scène de la salle de bain quand on va y arriver, là. Mais, tu sais, ça, je veux pas dire que ça justifiait la violence qui est venue, mais je veux dire, c'était quasiment mérité, là. C'était méchant. Là. Elle est méchante, Cordelia. Là, comme... Oui. Vraiment, vraiment. Puis, mais elle a aussi ce côté très mielleuse, doucereuse, parce que, bon, la classe se termine. Elle reste pour parler à la professeure, Mrs. Miller. Elle lui dit... je suis pas sûre d'être bien alignée pour mon travail, ma dissertation. Est-ce qu'on pourrait peut-être revoir ça ensemble? Elle lui demande un peu de temps en one-on-one là, pour un peu de coaching, un peu de tutorat. Et la prof est comme... Ben oui, ça va me faire plaisir. Passe demain après les cours, on va prendre du temps ensemble. En tout cas, merci d'avoir participé. Ça fait plaisir de voir que les gens ont fait les lectures. C'est sûr que Cordelia, elle est bonne élève. Elle a fait les lectures. Toutes les autres étaient comme, je lève pas ma main, j'ai pas lu le livre. Elle a lu le livre, elle lève sa main, elle participe en classe. Donc, elle est dans les bonnes grâces de la professeure. Ben aux yeux des profs, personne ne doit voir tout le dark side, qu'est-ce qui se passe en coulisses, qu'est-ce qui se passe dans les vestiaires, dans les salles de bain, dans les corridors. Les profs voient pas ça. J'ai pas l'impression qu'ils regardent, en fait. Tu vois qu'ils portent... Absolument aussi. Tu sais, je veux dire, Miss Miller a l'air bien fine, pour vrai. Là, comme moi, je trouve qu'elle a l'air super fine, mais pas vraiment en bout de ligne quand tu y penses, parce que ça se passe dans sa classe. C'est ça se passe dans sa classe, puis elle ne voit rien. Comme, elle veut juste être avec les cools. Mais je sais pas à quel point ça se passe dans la classe explicitement. C'est ça l'affaire, c'est que ça se passe explicitement à l'extérieur. Dans la classe, on a une Cordelia qui lève la main, participe, sourit. Ah non, moi je parle de Marcy. Quand Marcy disparaît dans la classe, ça se passe dans sa classe, tu sais. Oui, mais il n'y a pas des séances, en tout cas, on ne voit pas dans l'épisode des séances où Cordelia intimide dans la classe devant la professeure. Non. Donc, aux yeux de la professeure, Cordelia, c'est la bonne élève, la jeune femme parfaite. Donc, il y a ça aussi qui fait qu'elle est dans les bonnes grâces de la professeure à ce moment-là. Elle demande l'aide de la professeure va bien entendu l'aider, hein, ma bonne élève Cordelia. Ensuite, on sort de la classe, puis il y a Cordelia et Harmony qui parlent de la robe de Cordelia qui pour la Reine de Mai, donc il va avoir un essayage de robe et il se passe quelque chose que j'adore dans la série, c'est-à-dire une espèce de choc entre deux scènes. Donc, la scène se termine, Harmony dit « est-ce que Mitch a vu ta robe? » Et Cordelia répond « non, il m'a pas vu encore. » Et là, Harmony dit « he's gonna die. » Et scène suivante, on s'en va au vestiaire et Mitch almost die. Pas loin, en tout cas, ouais. C'est drôle parce que Cordelia, c'est comme des couturières de l'école qui travaillent sur sa robe. Genre, ils sont comme 8 filles autour de elle qui ça, j'ai pas trop compris le... c'est comme une... C'est comme une camisole avec une jupe, là.
Mais je pense que c'est comme un costume de la reine de mai. Là. C'est peut-être quelque chose de très coutume. Je sais, ouais, ça, j'ai moins compris. Je pensais que c'est comme j'étais m'acheter une robe de bal au magasin, mais non, ça a l'air d'être une robe spécifique. Là, mais ça a l'air d'un événement. Il y a l'air d'avoir beaucoup d'événements à Sunnydale High pour vrai. Là, oui, effectivement. Puis là, on est dans le vestiaire des gars, mon pire cauchemar. Et effectivement, on est dans le vestiaire avec Mitch. Il y a un co-joueur ou co-garçon du cours d'éduc, je sais pas trop. Un coéquipier, merci. Qui vient lui faire un petit commentaire sur Cordelia et lui dit tu vas aller chercher ton tuxedo, faut que tu look good pour Cordelia. Pour être au bras de Cordelia, faut que tu sois sur ton 36. It's not his arm I'm looking to be on. Her arm? Parce que là, tu viens de dire qu'il est gay pratiquement, là, mais. Hein? T'as dit it's not his arm. Oh, excuse, it's not her arm. Là, il fait chaud, là. It's not her arm I'm looking to be on. Ouais, je sais pas comment ils l'ont traduit en français. Mais en gros, il est comme, faut que tu sois beau pour être au bras de Cordelia. C'est pas son bras que je vais être dessus. Non, il veut être sur sa pitoune. Ouais. Comment ils l'ont traduit en français? Ah, c'est vrai, avec Cordelia à son bras, il va être charmant. Oh, y a pas qu'à son bras que je veux plaire. C'est pas à son bras que je veux plaire. Ça doit être quelque chose comme ça, là. OK. Peut-être un peu moins explicite. Ouais. oui, mais en fait, les premières saisons de Buffy, je pense que c'est jusqu'à 3, on a parlé dans l'épisode qu'on a fait avec Marc Berchini, Horror News Podcast. Wink, wink. Ouais. On avait parlé qu'à un moment donné, à partir de la saison 3 ou la 4, je pense, ils ont commencé à faire les jokes sexuels qu'ils faisaient, mais avant ça, il est comme semi-censuré. Là, Puis c'est fucké, je savais pas que le doublage faisait ça. C'est intéressant, par exemple. J'étais comme vraiment contente de savoir ça. Ouais. Sans dénaturer, mais tu sais, tourner down un peu. Ouais. Puis c'est vrai, je le remarque en l'écoutant en ce moment en français. Je suis comme, oh! Parce que, tu sais, dans la scène en anglais, on comprend clairement que, tu sais, lui, il est avec Cordelia parce qu'il veut juste coucher avec. Là. Ouais, il est convaincu qu'il va l'avoir. Puis c'est sûr que Cordelia a dit non, là. Ben, elle dit non, là. Sûr. Comme elle est encore vierge, là. Avant, je pense que c'est avec Xander que ça se passe pour la première fois. Ben non. C'est pas avec qui Xander couche pour la première fois? Oui, c'est Faith. Ben oui. C'est vrai qu'il n'a pas couché avec Cordelia? Pas avec... Non. Puis ils ont plein de moments où ils make out, tu sais, plus loin là, dans la saison 2, là, où ils make out vraiment solide, mais tu sais, même il y a la scène, l'épisode du loup-garou, là, ils vont dans un espèce de spot pour make out, là, du park en char, puis toutes les choses sont parkées pour make un peu années 50. Un Lover's Lane, ouais. Exactement, mais je sais pas jusqu'où ils vont dans le make out, mais la première fois que Xander a une relation sexuelle, c'est avec Faith, donc il aura jamais couché avec Cordelia. Oh, mon Dieu, là, je viens de revoir Willow pleurer dans la salle de bain. Ah, OK. Bon. Oh. On revient au vestiaire. Ouais. On est avec Mitch. Il vient de faire un commentaire dégueulasse sur le fait qu'il veut juste coucher avec Cordelia. Et il se retrouve seul dans le vestiaire. Et là, on entend un rire féminin. Donc, Mitch demande allô, y a-tu quelqu'un? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et on réentend un rire encore et là, il vient pour agripper le bat de baseball qui était sur son casier, mais on voit que le bat de baseball s'envole dans les airs, donc il bouge par lui-même et le bat ramasse Mitch. Ouf, Mitch mange une méchante volée. Mitch mange une pitch. Ouais. J'ai écrit le bat de baseball volant égale grosse volée. Ça, c'est puis, honnêtement, je trouve, tu sais, oui, ça paraît que c'est CGI, mais je trouve pas ça si mal fait que ça, le bat. Non, c'est pas si pire. Ça a l'air de frapper fort, là, comme Marcy. Le bruit, hein? Est en tabac. Puis à un moment donné, tu vois le bat le frapper sur le côté, genre vraiment, là, que, c'était bien fait. Il y avait du cœur dans cet épisode-là. Ah oui, c'était assez réaliste. Et on s'en va à l'intro après ça. Donc, c'est quand même une bonne longue intro. Là. On a eu plusieurs scènes différentes. Là. Délicieux. Délicieux. Alors, on revient de l'intro et Cordelia est en train de donner des chocolats pour acheter le vote des gens pour être la reine de mai. Donc, elle a une boîte de chocolat qu'elle distribue dans le corridor et elle s'approche de Buffy et vient pour lui en donner, puis finalement change d'idée, puis fait comme tu sais, je m'abaisserai pas à donner des chocolats, même pour les j'ai pas besoin losers. Des losers vote. Mais juste avant, elle donne à Harmony, puis Harmony a dit c'est pour Cordelia.
Puis là, en français, elle répond « Non, c'est pour Wilma, pauvre pomme. » Pauvre pomme! Wow! Quelle belle insulte! Voyons, la seule qui double Cordelia, là, sa voix est parfaite pour Cordelia. Là. Parfaite. Oui, parfaite. Je l'entends dans ma tête. Oh. Comme Cordelia? Non, c'est comme Wilma, pauvre pomme. Et bon, là, Buffy est un peu là, elle fait comme de toute façon, j'en voulais pas ton chocolat, mais bon, on voit que ça fait un petit quelque chose. Well, I don't even like chocolate. Ouais, c'est ça. Là, ça revient. Wow, ça, c'était le pire comeback que je peux Exactement. Mais c'est ça, c'est que Buffy est tellement capable d'offrir des comebacks là, excellents, mais c'est comme si, avec Cordelia, des fois, elle se laisse intimider. Elle passe ses moyens, ben oui. Exactement. Cordelia, elle frappe exactement là où que... C'est parce que Buffy, elle sait qu'elle a le fashion sense, elle sait qu'elle a du goût, elle sait comment s'habiller, se mettre en valeur, puis elle connaît les choses populaires. Elle ne peut juste pas le consommer, comme le pop culture puis tout ça. Fait que quand Cordelia elle passe, quand elle l'intimide sur ces affaires-là. Elle la niaise avec ses cheveux, elle la niaise avec sa face puis son maquillage puis son teint. Toutes les fois, là, c'est des affaires comme ça à travers les saisons. Parce qu'elle sait, Cordelia, que Buffy, elle sait. Mm-hmm. C'est juste qu'elle n'a pas le temps. Elle n'a pas elle a pas cette vie-là. Puis moi, c'est ça qui me fait chier de Cordelia. Puis Cordelia sait aussi que c'est quand même que Buffy, elle aime ça. Tu sais, elle est girly, elle aime s'habiller, elle aime se maquiller, elle aime faire ses cheveux. Fait qu'elle sait que ça l'atteint, là. Tu sais, faire un commentaire sur le linge de Willow, elle ferait comme, je m'en fous. Je l'aime, cette robe-là que ma mère m'a acheté au Sears. Mais exactement. Buffy, ça l'atteint, ouais. Mon Dieu, excuse-moi, Stéphanie, je me sens emportée. Non, ça va. C'est pas contre toi. J'espère que tu le sais. Ben oui. OK. Moi, je le sais qu'ils sont là, mes cheveux. Fait que... Alors, Xander et Willow arrivent. Et là, je dois dire que dans cet épisode-là, puis je sais que c'est voulu, mais Xander et Willow sont insupportables. Parce que dans le fond, l'épisode veut nous faire sentir que Buffy se sent seule. Bon, elle se sent rejetée de Cordelia. Elle voit bien que ce groupe-là n'est pas accessible. Puis on veut aussi que Buffy se sente quand même proche de Macy, comprenne le rejet, tout ça. Mais est-ce que tu as remarqué que dans cet épisode-là, il y a plusieurs scènes, j'en ai 2 en tête, où Willow et Xander sont très, très, très proches et sans le vouloir, parce que je suis convaincue que ils veulent pas rejeter Buffy ou que Buffy se sente rejetée d'eux, mais dans cette scène-là en particulier, Xander et Willow arrivent puis se mettent à raconter une anecdote où il rit de Cordelia. Donc, c'est une anecdote qui se veut un peu pour Buffy, inquiète-toi pas, est tellement conne Cordelia. Puis il raconte une anecdote, mais il raconte comme un insight. Tu sais, quand t'as 2 personnes qui sont comme, tu te rappelles-tu au chalet? T'es comme, ouais, puis là, la boîte. Là, toi, t'es pas là, fait que tu peux pas. Là, toi, t'étais pas là au chalet, là. Fait que t'es comme, je sais pas, fallait être là, j'imagine. Et ils ont des anecdotes, des insights, sont tellement, tu sais, ils finissent même pas la phrase, ils font juste rire. Puis en plus, Willow, elle rit, c'est un peu too much, là. Ouais, c'est une des seules fois où est-ce que je l'ai pas trouvé juste. Ouais, le acting, c'est comme, tu sais, comme, elle veut comme trop avoir de l'air de rire, mais c'est un petit peu décalé, en tout cas. Fait que Buffy est juste comme, là, je viens de me faire rejeter de Cordelia, puis là, vous racontez une anecdote de quand vous étiez ensemble en 6e année. Puis je me sens juste encore plus rejetée parce que je n'étais pas là, puis je comprends rien de l'anecdote. Puis là, vous êtes crampés ensemble, puis moi, je suis pas dans le joke. Donc, ça vient rajouter un peu... le sentiment d'abandon, mettons. T'sais. Ouais, exactement. Et là, on a j'ai écrit un dude, parce que je sais pas c'est quoi son nom, un gars qui arrive dans le corridor en disant Oh my God, Mitch is... Puis là, encore une fois, ce que j'aime, le choc des scènes, on change de scène et on a... Gros plan sur Principal Schneider qui dit « Dead? No ». Donc, encore une fois, j'adore quand le montage fait ça. Oui, alors, Mitch est sur une civière. Il est sorti du vestiaire sur civière. Il est conscient. Tout de suite, Buffy va voir qu'est-ce qui s'est passé. Puis, dans le fond, il explique un peu rapidement à Buffy que, bon, il y a le bat de baseball volait tout seul, puis que c'est le bat qui l'a attaqué. Fait qu'ils sont comme, je pense que peut-être une petite commotion. Parce que son discours, c'est comme, ah oui, le bat volait, Mitch. Parfait. Bon dodo à l'hôpital. Oui. Buffy veut tout de suite aller voir dans le vestiaire, mais Schneider lui refuse l'accès. Il est comme, non, c'est une scène de crime, ne t'iras pas là.
Et là, Willow et Xander sont bons joueurs et sont derrière Buffy. Puis là, ils se mettent à parler très fort. Ils sont comme, quoi? Une poursuite? Le père de Mitch veut faire une poursuite? Et là, Schneider, il est comme, quoi? Une poursuite? Et là, il s'en va tout de suite parler avec eux. Il s'allait le champ libre à Buffy. De quoi dans la tête du directeur, là, qui, lui, il a pas dormi ce soir-là. Puis le lendemain, non. Il a fait des recherches pour voir si c'était vrai que le père de Mitch était avocat puis s'il y avait des poursuites dans Paris. Donc, mais ça permet à Buffy d'entrer dans le vestiaire. Donc, on se retrouve dans le vestiaire. Buffy trouve le bat de baseball par terre, regarde un peu autour et les portes de casier sont ouvertes. Et quand elle se met à les fermer, elle se rend compte qu'il y a un mot décrit en graffiti sur les cases. Il y a une lettre sur chaque case et c'est écrit « Look ». Donc, regarde. Moi, ça me fait rire quand ceux qui font les sous-titres des épisodes, ils sous-titrent quelque chose qui est écrit puis que la personne le dit dans le doublage à voix haute, mais que les deux, c'est pas la même chose. Ah? C'était quoi dans ce cas-ci? Elle, quand elle fermait les portes, elle disait « regarde », puis en bas, c'était écrit « regarde bien ». Ah! Oui, c'était des affaires de même. C'était tout le temps, toutes les fois que c'est écrit quelque chose, c'est jamais écrit la même chose qui est dit et lu. C'est drôle, ça. Regarde bien. Regarde, là, c'est bon. Là. Ouais, je sais pas pourquoi qu'ils ont... mais c'est ça, je sais pas. Tu sais, c'est pas le même doublage. C'est comme même quand ils font d'un livre. Tu sais, quand on avait fait Angel, alias Angelus, ben le livre, l'épisode a été novélisé. Puis dans le livre, c'est les mêmes dialogues, mais c'est pas les mêmes mots. C'est pas traduit de la même façon. Tu sais, c'est pour ça qu'une traduction, ça reste subjectif. Tu peux avoir une traduction faite par deux personnes différentes, tu vas avoir deux textes différents. Ouais, exactement. Ah, j'aime ça du doublage, par exemple. Je suis sûr que je serais bon là-dedans, moi. Faire de la surimpression ou du doublage? Les deux. Surimpression, je pense que c'est peut-être plus difficile. C'est quand t'entends quand même un peu la voix en anglais, mais moins fort, là. Souvent, t'as ça dans des émissions genre... mais ça, j'aurais du fun à faire ça, par exemple. TLC ou oui. Des émissions, tu sais, comme que t'entends quand même la voix en anglais, mais comme plus bas, puis t'as une voix en français. Comment ça s'appelle, ça? De la surimpression. Surimpression. Ah, ça, j'aimerais ça aussi, je suis sûr. Puis doublage, c'est quand la personne est comme sur mute, puis toi, tu parles par-dessus, là. Oui, exactement. On s'en va à la cafétéria, on retrouve tout le monde, donc Buffy, Willow, Xander et Giles qui vient les rejoindre. Et là, on parle un peu de ce qui s'est passé. Tout le monde a une théorie sur Mitch, sur ce qui s'est passé avec Mitch. Est-ce que c'était le bat de baseball qui était possédé? Est-ce qu'il y avait une créature invisible, un poltergeist? Donc, un bat de vampire! Un bat de vampire. On se pose toutes sortes de... on se pose toutes sortes de questions, de la misère. Et là, on parle, c'est peut-être un enfant, quand on parle de, un fantôme, un enfant qui est décédé, faudrait regarder la liste des enfants disparus. C'est la première fois qu'on pense à regarder la liste des enfants disparus. C'est quand même drôle parce que dans l'épisode d'avant, c'est une autre affaire de baseball aussi. Fait que j'avoue que ça se pose. Ça vient de me... Une petite continuité avec le bat. Mais pour vrai, ça vient de cliquer là, par exemple, que c'est vrai que l'autre épisode d'avant, c'était le jeune qui joue au baseball. Là, c'était comme Mitch. Fait que probablement qu'ils ont comme recyclé le même set. Ils ont repris le même bat. T'avais pas de budget pour la première saison. Ouais, exactement. Mais la manée, tu vas pas prendre deux bats, là. Tu prends le même bat. Ouais. Et ensuite, on s'en va. Donc, c'est la première fois qu'on se dit, faudrait peut-être regarder la liste des enfants disparus ou des enfants morts récemment. Bon. Parce que c'est toujours la fun à faire. Ben oui, un petit mardi. Ben oui. On retrouve Harmony et Cordelia. Cordelia parle de sa grande peine de voir Mitch hospitalisé parce que là, elle a été le voir à l'hôpital puis ça n'a pas de bon sens. Ses blessures, puis son visage, de quoi qu'il va avoir de l'air sur leur photo du bal de promotion de McQueen. Donc, déjà, on fait comme... drame, là. Parce qu'au début, on est comme, elle est vraiment touchée par ce qui arrive à Mitch. Finalement, on se rend compte qu'elle est touchée parce qu'il va avoir de l'air lettre sur leur photo. Donc, t'es comme, OK, c'est ça qui t'intéresse dans le fond. À part juste aux photos j'écris de prom, mais c'est pas la prom, là, c'est de McQueen. Ouais. Et là, à ce moment-là, ils sont comme à l'extérieur, à l'école, sur la balustrade. Et là, on tombe en mode flashback. Et comment on sait qu'il y a un flashback? Parce qu'on est en mode sépia. Donc, je sais pas si vous avez une petite phase, quand on a eu nos premières caméras numériques, on pouvait choisir le mode sépia et on s'est gâté. Hein, la gang? On s'est pia manqué. On s'est pia manqué.
Des albums complets. Oh my God, excuse-moi, mon chat. On sépia manqué sur le sépia. Et donc, les flashbacks sont en sépia. Donc, on est en mode flashback et on revoit une discussion qu'Harmonie a eue avec Cordelia et on comprend qu'on est dans le passé parce que Cordelia est en train de parler de peut-être donner une chance à Mitch. Elle va peut-être le dater. Alors, on comprend qu'on est dans le passé. Je figure 6 mois avant, je pense, avant l'arrivée de Buffy. Genre, je dirais. Et on entend une voix féminine qui dit « Hi », tu sais, qui vient les saluer. Et là, tout de suite, Cordelia regarde cette personne-là qu'on ne voit pas parce que la personne est hors champ. Nous regarde nous, c'est nous, là. Oui, on est en point of view. Ouais. Oui, exactement. On est en point of view. En point de vue, donc c'est comme si la caméra était le personnage qu'on ne sait pas de qui il s'agit. Et Cordelia les regarde. Qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu nous parles? Je sais pas exactement ce qu'elle dit en français. C'est carrément ça. Là. Who are you talking to? C'est très dismissive. Là, comme... Exactement. Puis très dédaigneux aussi. Là, comme elle la regarde avec les sourcils froncés, là, genre arc. Toi, tu t'adresses à moi, là. Oui, pourquoi tu me parles? Ton souffle va faire fondre ma peau. Puis le flashback se termine là, donc c'était un court flashback, mais qui installe qu'il y avait peut-être une personne qui se faisait un peu rejeter par Cordelia. Et on retourne dans le présent, donc on n'est plus en mode sépia, hein, tout le monde. Ajustez votre appareil. C'est même qu'on le sait. On se retrouve encore sur la balustrade, au même endroit où il y avait le flashback. Et Buffy demande à parler avec Cordelia. Et il y a Harmonie qui se tient debout proche de l'escalier. Buffy n'a pas le temps là, de poser ses questions à Cordelia que Harmonie décalisse en bas de l'escalier. Donc, on sent qu'il y a quelqu'un qui la pousse littéralement et elle déboule. Ben, en fait, la cascadeuse déboule tous les escaliers. Puis il y a quand même une bonne rangée de marches, là, quand même. Je l'ai mis au slow parce que je trouve ça très drôle. Moi, une belle fille qui pète une débarque. Puis elle débarque longtemps, là, c'est long, là, son déboulage. Sur le cul avec les deux pattes Mais moi aussi, je l'ai reculé une fois, mais pendant qu'elle déboule, on voit bien là, que c'est la cascadeuse. Là, maintenant que c'est HD, là, oui, c'est ça. On voit bien la perruque. Ben, je pense même que c'est un cascadeur, là, pour dire la vérité. Oh, oui. Ben, quand tu regardes, là, en tout cas, moi, quand j'avais pesé pas, j'ai pris une photo, je vais te l'envoyer, tu me diras qu'est-ce que t'en penses. Là. Ah, mon Dieu. Mais je pourrais pas dire. C'est impossible à dire. Fait que finalement, en tout cas, on sait que c'est pas Harmonie, ça c'est clair. Mais c'est pas Harmonie, là, t'as les cheveux bento foncés, là, premièrement. Ben c'est pas la meilleure pause non plus que j'ai pris. Hein? Non. Donc, elle arrive dans le bas des marches et, Schneider, principal Schneider est là. Et tout de suite, il est comme, il est en mode, je veux pas me faire poursuivre encore. Fait qu'il il est comme un peu sénère. Cordelia dit, I was pushed. Donc, j'ai été poussée. Donc, Harmonie, ouais. Oui, Harmonie, pardon. Parce qu'elle peut avoir l'air d'avoir juste déboulé, mais elle dit c'est ça, c'est parce que Cordelia a dit, she just fell. Fait comme, non, on m'a poussé, mais tu le vois quand elle part, moi, d'après moi, ils ont tiré sur une corde. Oui, quand il a mon Dieu, elle revole en sacrifice. Là. Puis à ce moment-là, il y a Buffy qui est toujours là parce qu'elle était là pour parler avec Cordelia, donc elle a tout vu la scène, mais elle entend un rire, elle entend quelqu'un qui rit, puis elle suit ce rire-là et ça la ramène en haut de la balustrade, puis il y a une porte qui s'ouvre. Comme si quelqu'un avait ouvert une porte pour rentrer, mais elle ne voit personne, mais elle continue à suivre le rire, puis elle suit, donc elle entre aussi dans la porte. Dans le fond, ça l'amène dans le local de musique, puis c'est comme si quelqu'un lui rentre un peu dedans. Ouais. Elle se fait comme un peu bousculer, et elle essaie d'entrer en contact. Hein. Tout de suite, elle fait pas sa sceptique. Tout de suite, elle prend en considération qu'il peut avoir un être invisible. Donc, elle essaie d'entrer en contact. Elle fait comme « Allô, allô, il y a quelqu'un? » Nous, en tant qu'auditeurs, on voit que c'est comme un plafond suspendu. On voit qu'il y a une dalle au plafond qui bouge, qui se referme. Donc, nous, on sait que la chose était dans le plafond, mais Buffy, tout ça, ne l'a pas vu. Non. Pas à ce moment-là. C'est pas évident. Non, mais le toit, c'est drôle parce qu'il lève, puis tu vois comme les rails du plafond aussi qui lèvent avec. Fait que c'est comme les dalles, c'est comme des rails aussi. Tu sais, c'était fait un peu vite, ça. Oui, c'était pas un vrai plafond suspendu. Non, c'est ça. J'en avais un, moi, dans ma cave, puis c'était pas le même.
On retourne ensuite, on est à la fin des cours, on est à l'extérieur et on voit juste 2 messieurs habillés complet cravate. À ce moment-là, quand on sait pas c'est quoi, ils ont l'air comme de 2 agents secrets ou 2 bodyguards. Ah, des men in black. Ouais, c'est pas trop clair. Puis ça, c'est quelque chose qui m'avait déplu dans l'épisode puis qui me déplaît encore. Comment sont amenés? En fait, ils sont pas amenés, ils sont juste les voici. On te les montre une fois. Aussi. On te les montre 2 fois. Puis c'est eux qui viennent closer toute la twist à la fin. Ouais. Mais pour moi, ça colle pas dans l'épisode, malheureusement. Mais bon, on y reviendra à la fin. On voit Giles, Willow, Xander et Buffy qui reparlent de ce qui s'est passé dans la journée. Buffy souligne qu'elle ne pense pas que c'est un fantôme parce que si c'était un fantôme, elle n'aurait pas été touchée par l'entité quand elle aurait passé au travers ou elle aurait juste senti quelque chose. Mais là, qu'elle sent vraiment avoir été bumpée. Elle dit même « It bump in me ». Donc là, à ce moment-là, on dit « Bon, une fille invisible », tu sais, on se repose la question. Puis je veux juste dire qu'à ce moment-là, Willow porte son coton ouaté de Scooby-Doo. C'était comme je voulais te demander, justement, c'est-tu là que Willow apporte son gilet de Scooby-Doo? Oui. C'est drôle. Donc, pareil. C'est bien là qu'elle porte son chandail de Scooby-Doo. Deuxième scène où Xander et Willow rejettent Buffy sans le vouloir. Bon, ben c'est la fin des cours, donc Xander et Willow quittent ensemble, laissant Buffy seule de son côté. Et pendant qu'ils quittent, ils marchent. Ah, tiens, tu souper chez nous un soir? Ma mère va faire telle bouffe. Puis là, non, attends, quoi, vous utilisez vraiment le four des fois? Puis ben, c'est carrément, on a dit, est-ce que vous avez un four chez vous, premièrement? Ouais, exactement. Et on voit Buffy les regarder s'éloigner et se sentir, on le sent qu'elle se sent loin d'eux, elle se sent pas très dans la gang à ce moment-là. Comme la petite extra, là, tu sais. Exactement. Giles et Buffy continuent un peu à discuter, puis Buffy dit que ce soir, Cordelia va essayer sa robe à l'école, donc puisque Cordelia semble un peu être au centre de tout ce qui se passe, hein, Mitch, Harmony, qui ont été blessés, et Cordelia est très proche des 2, donc elle dit je vais faire un tour à l'école ce soir, là, je vais un peu patrouiller pour regarder qu'est-ce qui se passe. Donc, on se retrouve à l'école en soirée. Cordelia est effectivement dans un local avec sa gang de petites mouches à fruits qui tournent autour d'elle. Bon, elle est en train d'essayer sa robe, tout ça. Et on voit Buffy qui l'épie un peu dans l'embrasure de la porte et on sent de la nostalgie de la part de Buffy. On sent, parce que on l'a passé, là, mais après le bout du chocolat, bon, que Cordelia était comme tu veux du chocolat, hein, je t'en donne pas, t'es trop loser. Xander a dit, de toute façon, Reine de Mai, c'est tellement moron, qui voudrait faire ça? Et Buffy leur dit, moi, j'étais Reine de Mai à mon ancienne école. J'avais été reine. Donc, elle parle du fait que, tu sais, on le sait plus tard, mais Buffy, avant d'être une Slayer, elle était une Cordelia un peu, là. Ouais, exactement. Je dis pas qu'elle était méchante comme elle, là, mais tu sais, au niveau des intérêts, tout ça, c'est ça qui était important pour elle. C'était d'être May Queen, d'avoir la belle robe, d'avoir les nouveaux souliers, puis tu sais, bon. Donc, moi, en tout cas, j'ai senti quand elle épiait Cordelia en train d'essayer sa robe, qu'il y avait une certaine, peut-être pas une jalousie, mais une certaine envie d'être avec eux, de participer, que ça lui rappelait quand c'était elle qui était sur le piédestal et qu'il y avait ses amis autour d'elle qui arrangeaient sa robe. Donc, il y a quand même ça. Puis, il y a une petite flûte, une petite chanson à la flûte. Ça n'a jamais l'air très beau ce qu'elle joue, hein, par exemple. Non, c'est ça, c'est un autre tune bien poche, mais on entend de la flûte. Donc, Buffy quitte et suit le son de la flûte. Et là, on retrouve Giles qui est à la bibliothèque, qui entend un petit bruit, lui aussi. Donc, se demande qu'est-ce que c'est. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et il est dans ses étagères là, dans la bibliothèque. Et il y a une étagère, une vitrine où il y a comme une vitre. Puis on voit Giles qui regarde dans la vitre, puis il voit sa propre réflexion, mais il n'y a rien derrière lui. Mais quand il se retourne, jump scare, c'est rare quand même. C'est jump scare sans musique, par exemple. Hein? C'est vraiment juste lui qui est là. Oui, non, ça fait comment? Qu'est-ce que c'est ça? Et c'est Angel qui est là. Surprise. Coucou. Et
ça répond à une question qu'on avait eue dans les premiers épisodes. On s'est demandé, c'est quoi donc les codes dans Buffy par rapport aux vampires? Est-ce qu'ils n'ont pas de reflet dans le miroir? Est-ce qu'ils ont un dégoût de l'ail? Est-ce que, tu sais, on s'était demandé, il y a différents codes pour les vampires. Bon, la lumière, l'ail, l'eau bénite, les croix. Mais au niveau de la réflexion dans le miroir, on n'en parlait pas vraiment, mais dans cette scène-là, non seulement on en parle, mais c'est quand même important parce qu'Angel fait même un parallèle avec Macy de quand on se voit pas dans le miroir, quand t'as même pas de réflexion, à quel point tu te sens seul, tu sais, puis donc, bon, petite scène entre Angel... pas pratiquement, tu sais. Exactement. Petite scène entre Angel et Giles, et si je me trompe pas, c'est la première fois que Giles et Angel se rencontrent. Yes. Puis c'est là qu'il dit, genre, oh, OK... puis Angel, il dit, je viens de voir toi parce que je peux pas aller voir Buffy. Moi, j'avais pas vraiment remarqué ça avant qu'il faisait ça, parce qu'on revient à ça dans la saison 2, là, dans la finale, on voit Buffy avant qu'elle voit Angel, puis qu'Angel l'observait, puis tout ça. Ouais. Mais lui est en amour avec elle depuis longtemps. Puis là, c'est pour ça qu'il va voir Giles, parce qu'il veut... Il y a un texte par rapport à la prophétie. Donc, on a notre première continuité aussi maintenant par rapport à Buffy. À part le maître, bien sûr. Mais comme on nous amène que, le prochain épisode, ou peut-être dans les prochains épisodes, il y a une prophétie là, qui doit être étudiée et amenée à terme. Là. Pourquoi Buffy en particulier, je sais pas, mais c'était là. Oui, puis dans le fond, Giles dit, bon, par rapport à la prophétie, j'ai pas grand-chose. Les livres ont été perdus, les livres sur la prophétie. Et Angel dit, il y a le codex, il a pas été perdu, il a juste été déplacé. Moi, je peux te le trouver. Et là, Angel, on voit que Giles est excité par quoi? Tu pourrais mettre la main sur le codex? C'est my God! Ouais, c'est ça. Le petit rat de bibliothèque est bien excité par ça. Donc, une scène un peu... oui, une petite scène un peu où, tu sais, Angel parle de ses sentiments pour Buffy, se montre vulnérable. Angel dit, tu regardes un livre sur telle thématique, puis là, Giles dit, oui, c'est drôle, on a une fille invisible dans l'école, en tout cas, méchante affaire, tu sais, comme, ils ont comme un petit moment où ils bandent un petit peu, puis c'est là qu'Angel fait un parallèle avec lui aussi du fait que, tu sais, quand t'as pas de réflexion, c'est comme si t'existais pas, donc c'est une courte scène, mais quand même qui est quand même assez... ça nous amène à avoir une explication aussi pour Marcy, tu sais, parce qu'ils savent pas exactement c'est quoi qui a causé son invisibilité. Puis moi, j'ai choisi de croire que c'est vraiment le fait qu'elle se trouve sur la bouche de l'enfer, que ça a fait que ça s'est produit, ça, là. Mais ça a l'air que ça s'est produit ailleurs aussi, mais il y a d'autres bouches de l'enfer aussi, là. Ouais, c'est pas clair pourquoi, parce que c'est pas la seule personne qui vit de l'intimidation, qui se fait ignorer, puis qui vit du rejet, puis les autres se sont pas mis à disparaître mais nécessairement. Elle est toute seule, là. Hein? Tu vois qu'elle est toute seule, là. Elle a pas d'amis, elle a pas personne. Ouais, pour moi, c'est une des faiblesses de l'émission. C'est que l'explication en soi est pas suffisante pour moi pour expliquer pourquoi. Puis il aurait pu simplement s'asseoir sur le fait comme ça combiné à la bouche de l'enfer égale, elle devenait invisible, mais ils font même pas ce petit bout de chemin-là qui manque pour une explication complète. Il propose que c'est possible que ce soit pour ça, mais c'est tout. Il ne cristallise pas. Ouais, c'est ça. Donc, après la scène avec Giles et Angel, on retourne dans un flashback. Donc, attention tout le monde, en mode sépia. Oui! Et c'est la scène que moi et Bruno vous parlait en début d'épisode dans la salle de bain des filles. Dans le fond, on voit, et là, c'est la première fois qu'on voit Macy, parce que les autres fois d'avant, soit elle était invisible, ou si on était en flashback, on était en mode point of view, donc on était Macy, nous-mêmes, l'auditeur. C'est Marcy Ross. Marcy. Ah, je sais pas pourquoi j'écris Macy, excusez-moi. Mais c'est drôle parce que moi aussi, je l'ai appelée Macy tellement longtemps. Là. C'est pour ça que je te donc, Marcy. On la voit, en fait, elle est en train de se regarder dans le miroir. Donc, encore une fois, une belle petite liaison là, avec Angel qui venait de parler de quand on se regarde dans le miroir, on ne voit rien. Donc, Marcy se regarde dans le miroir de la salle de bain des filles et on voit Cordelia et la bande, donc Harmony, mais aussi une autre personne, qui sont en train de parler de
je pourrais pas dire exactement. Ils parlent d'un cours. Ils viennent d'aller. Il y a un cours qui ont vu des diapositives puis qui ont trouvé ça plate à mort. Ouais, c'est ça. Ils sont en train de bitcher sur la prof qui a montré des diapos de son dernier voyage pendant 1h30. Et là, c'est vraiment une scène où les trois filles ignorent Marcy, mais à un point. Les trois filles parlent. Même au même lavabo qu'elle, esti. Oui. Donc, c'est comme si elle n'était pas là. Ouais. Donc, ils vont au même lavabo, elle est là, elle fait un commentaire, elle fait comme, ouais, c'est vrai, hein, le prof, tu sais, c'était quoi son toupette, c'était vraiment laid. Ignore ce qu'elle vient de dire, continue à parler. Marcy refait son commentaire, se dit, ils ont peut-être pas entendu. Ben, impossible, t'étais à 2 secondes de leur oreille, mais bon, c'est correct. Elle redit sa phrase, encore une fois, elle se fait ignorer. En fait, non, elle ne se fait pas ignorer 100%. Il me semble que Harmony lui dit... Ouais, elle dit, pourquoi tu parles? Pourquoi tu nous adresses la parole? Et après ça c'est le comble. La conversation continue et Cordelia redit mot pour mot le commentaire que Marcy a fait 2 fois. C'est-à-dire, c'est une blague sur le toupette du prof. Et là, tout le monde s'esclave. C'est tellement drôle. C'est le gag que Marcy, elle a fait, v'là 2 secondes que tu as ignoré. Tu le reprends. Et là, les autres rient. Et même Marcy rit. Ouais. Et ça, là, tu sais, quand t'es rendu à un niveau où tu te fais ignorer, tu te fais marcher dessus et que quand la personne redit ce que tu viens de dire, t'es comme, je pourrais dire, ben là, je viens de le dire, là, 2 secondes, mais t'es juste, si elle peut dire ce que je viens de dire puis que je peux rentrer dans la gang, je vais le faire, je vais l'accepter. Fait qu'elle rit avec eux, mais continue à l'ignorer puis il quitte. Puis elle a fini comme un peu son rire tout seul dans la salle de bain. J'ai pas l'impression qu'elle veut être dans la gang, j'ai l'impression qu'elle veut juste être vue. J'ai l'impression qu'elle veut juste être remarquée, être respectée, adressée, regardée, égale. J'ai pas l'impression qu'elle veut être dans la gang parce qu'elle les suit pas après. Non, mais elle veut être dans n'importe quelle gang. Là. Ouais, elle veut être dans bonne grâce, c'est parce que c'est centré, on n'a pas d'autres exemples de fois où elle a été voir d'autres personnes puis qu'elle a été ignorée aussi agressivement. Là. Mais ça, c'est vraiment incapable. Là. C'était d'une grande tristesse. Donc, le flashback se termine. On enlève le mode sépia et on se retrouve à l'extérieur en plein jour pour le couronnement de Cordelia qui a finalement gagné son hostie de poste de May Queen. Pour ce que ça veut dire, on le sait pas. Son speech, c'est mi. Oui. Vraiment, vraiment, vraiment. Ça m'a fait penser à dans She's All That, justement, quand la méchante, l'ex de Zach, gagne finalement son titre de reine du bal parce qu'elle était en compétition avec la Outcast, là, qui était comme devenue Chicks parce qu'elle s'était coupé les cheveux et elle avait enlevé ses lunettes. Mais finalement, c'est la méchante qui gagne, reine du bal. Puis quand elle arrive, elle dit merci à tous ceux qui ont voté pour moi et ceux qui n'ont pas voté pour moi. Et là, quelqu'un débranche le micro, par chance, mais tu l'entends un peu en pas fort dire « Vous êtes juste une gang de trous de cul! » Pour ceux qui n'avaient pas voté pour moi, puis ça m'a fait penser à ça, le speech de Cordelia. Donc, on a Xander, Willow et Buffy qui regardent le couronnement. Buffy est un peu là en mode protectrice parce qu'elle a compris que les gens autour de Cordelia tombaient comme des mouches, donc peut-être Cordelia était la suivante. Donc, elle reste quand même à proximité. Elle dit même, puis là, quelqu'un l'a appelé Cordy à un moment donné dans l'épisode, donc dans toutes mes notes, je l'appelle Cordy. Je sais plus c'est qui, mais elle dit Cordy is the key here. Donc, Buffy a catché que Cordelia est la clé, c'est elle la liaison entre les victimes. Donc, elle a catché ça. Et Willow lui donne finalement la liste des disparus, des missing kids qu'on a parlé en début d'épisode. Buffy regarde ça très rapidement. Et c'est là aussi que je trouve que c'est une faiblesse dans l'émission, dans cet épisode-là. Elle regarde ça en 2 secondes, puis elle est comme « Ah, mais ici, Marcy, disparue il y a 6 mois, elle jouait de la flûte, j'ai entendu de la flûte, c'est elle. » Tu sais, ça se fait ouais, assez facilement, là, ouais. Ça fait fucking vite. Et c'est la première fois aussi qu'on adresse que 2 agents sont comme « Ah, c'est qui ces deux agents de sécurité-là qui sont là? » Exactement. Donc,
on les revoit pour la deuxième fois. Buffy catch que c'est Marcy à cause de la flûte qui est disparue v'là 6 mois. Donc, quand même, ça fait 6 mois qu'elle est disparue. Il y a personne qui la cherche, tu sais. Ses parents, en fait, elle a été signalée parce qu'elle a une fiche enregistrée comme enfant disparu. Ah, true, c'est vrai. Mais, tu sais, dans le sens, ça veut dire qu'il y a eu un constat de disparition. Tu sais, les policiers, il y a eu une enquête, là, mais pas plus. Exactement. Eux autres ne s'étaient pas rendus compte qu'il y avait une fille qui avait disparu depuis 6 mois à l'école. Donc, Buffy, puisqu'elle a catché que c'était sûrement Marcy Ross, notre fille invisible, retourne dans la salle de musique, voit une trace de pied, de chaussures sur une chaise, donc fait le lien qu'elle doit utiliser la chaise pour aller dans le plafond. Donc, s'en va dans le plafond, rentre dans le plafond, rentre dans l'entretoit, dans le grenier, je sais pas trop exactement où est-ce qu'on est. Elle n'a peur de rien, cette Buffy. Elle n'a peur de rien, surtout pas des araignées puis des souris. Ah, sacré. Elle retrouve un espèce de petit shelter, un petit refuge. Là. Il y a un petit lit. Il y a avec une couverture très 2000. Oui, tu as un petit lit à terre. Il y a comme des restants de bouffe. Donc, quelqu'un qui s'est vraiment fait une cachette, là. Et puis, elle trouve l'album des finissants qu'elle commence à feuilleter et on voit en point de vue encore, on entend une respiration et on voit dans le fond ce que Marcy voit. Donc, elle est en train un peu d'épier Buffy, de la regarder. On voit même à un certain moment un couteau qui se lève. Ouais, c'est un... Je pense que c'est un bistouri, là, un scalpel. Ouais, qui se lève derrière Buffy. On pense peut-être Buffy va être attaquée, mais finalement, elle attaque pas. Elle la laisse faire. Donc, ouais, c'est parce qu'elle n'a pas l'air mine non plus, c'est ça, tu sais, vraiment là, tu vois qu'elle veut vraiment, elle a l'air de vouloir l'aider, fait qu'elle la laisse tranquille, tu sais, elle veut pas se faire découvrir non plus, là, Marcy, je pense, elle veut finir son plan. Dans tous les cas, Buffy quitte avec l'album de finissant. Ensuite, on s'en retourne voir Mrs. Miller dans sa classe qui attend Cordelia pour son cours privé. On entend quelqu'un qui entre dans la classe, mais quand Miss Miller se retourne, il n'y a personne. On entend encore une fois le rire de Marcy et là, quand même assez brutal, sac de plastique sur la tête. On tente de tuer Miss Miller en l'asphyxiant et un sac de plastique sur la tête. C'est très violent, là, comme... c'est terrifiant. On se rappelle la scène de Chucky 2, hein? Oui, dans plusieurs films aussi, j'ai vu ça. La gang, si jamais ça vous arrive, paniquez pas, percez un trou dans votre bouche, OK? Genre, vous ouvrez votre bouche, un trou, tu perces, OK? Ouais, faut y penser. Faut y penser. Ça sert à rien de tirer. Genre, trou. Faites-vous un trou. Parfait. Faites-vous un trou. Ouais. Ça sera aussi dans les mots méchants. Oui. Faites-vous un trou. Mais finalement, Cordelia arrive sur le fait et la sauve juste à temps. Donc, encore une fois, bon, tout pour... ça serait, la prof va encore plus l'aimer, Cordelia. Elle lui a sauvé la vie. Et au même moment, sur le tableau derrière, il y a un mot qui s'écrit qui est « listen ». Donc, écoute ou écoutez bien. Là, je sais pas trop ça. Et c'est jamais dit. Ben, je pense que cette fois-là, elle dit... c'est écrit « écoute », mais elle a dit... Cordelia a dit « écoutez ». Je suis comme « OK. Bon, il y en a un qui vous voit, l'autre comme tu veux, Cordy. Ouais. On retourne à la bibliothèque avec Xander, Willow, Giles et Buffy qui regardent l'album de finissant que Buffy a trouvé dans l'entretoit, dans le grenier. Et on se rend compte sur la dernière, comme les 2 dernières pages de l'endroit où tout le monde on signait nos albums, que tout le monde a écrit à Marcy « Have a nice summer ». Et Buffy et Willow réagissent comme « Oh my God ». Et Giles comprend pas trop c'est quoi le problème. Et Xander dit de la phrase « Have a nice summer » que c'est « the kiss of death ». Donc, c'est comme la pire affaire que tu peux écrire, que tu peux signer dans un album de finissant. Et Willow complète même en disant « C'est ce que t'écris quand t'as rien à dire puis tu connais pas la personne ». C'est ça, ouais. Puis dans le livre de finissant de Buffy, c'est juste ça qui est écrit aussi. Dans le livre que j'ai ici, là, quand tu l'ouvres, c'est juste « Have a nice summer » à la fin, là. Au début, c'est les messages de Cordelia, puis comme Cordelia, ses amis à Buffy. Ouais. Mais à la fin, c'est ça qui est écrit partout. Have a nice summer. C'est super triste. Puis ce qui est triste aussi, c'est que même Xander et Willow ont signé
Have a nice summer, sauf Willow écrit Have a great summer. Je pense qu'elle est comme bien fière. Mais les deux ne se rappellent même pas d'elle. Tu sais, ils regardent la photo puis sont comme, hey, je me rappelle pas d'elle. Donc, ils sont aussi acteurs de ce qui s'est passé. Ils ont comme aussi participé à la disparition de Marcy parce que eux non plus, ils se rappellent pas d'elle. Donc, elle était invisible vraiment pour tout le monde. Et c'est à ce moment-là que Giles catch un peu. Il dit, dans le fond, elle a disparu car personne ne se rappelait d'elle. Donc, ça me fait penser à une question très philosophique de quand tous les gens qui me connaissent, moi, Stéphanie, vont être morts dans 50, 60, 80 ans et que tous les enfants des gens qui me connaissaient vont mourir aussi. Quand je vais disparaître de la mémoire de tout le monde, mettons en 2200, là, il va plus rester personne qui se rappelle de Stéphanie qui a vécu. T'sais. Est-ce que je vais encore exister à ce moment-là? Ça fait... Ça angoisse des questions comme ça, je trouve ça très... mettons, Molière existe encore parce que son œuvre a perduré, ou tu sais, comme Céline Dion va exister encore longtemps parce que Elvis, puis Marilyn Monroe, puis tout ça, mais mettons, nous, là, la petite populace, là, quand tous les gens qui me connaissent et leurs enfants qui m'ont peut-être... Quand tous les gens qui m'ont côtoyé ou qui ont entendu parler de moi par un souvenir, par une anecdote, vont mourir... Est-ce que je vais encore exister si je suis morte dans toutes les mémoires des gens qui existent? Techniquement, on va être en ligne avec Buffy contre le pote, donc oui. On va exister encore. Donc, on est comme Céline! Mais c'est ça un peu quand Giles disait elle a disparu parce que personne ne se rappelait d'elle. Si personne sait que tu existes, est-ce que tu existes? Ben, fais un podcast. C'est ça. Donc, à ce moment-là, flashback. On se remet en sépia, la gang. On est dans la classe de Miss Miller et c'est là qu'on comprend pourquoi elle a tenté de tuer Miss Miller, c'est que on est dans la classe et Miss Miller fait un tour de classe comme elle le fait souvent. OK, qui a un commentaire sur tel passage du livre? Et là, les mains se lèvent et Marcy lève sa main, n'est pas sélectionnée par la prof pour répondre à la question. Deuxième question, Marcy lève sa main, n'est pas sélectionnée et c'est comme si la prof ne la voyait pas. Elle choisit des gens autour d'elle. Oui, toi, vas-y. Oui, Willow. Oui, Xander. Tout le monde. Elle donne la parole à tout le monde, sauf à elle. Elle ne lui donne jamais la parole. Et à un certain moment, c'est une image quand même très forte. Mais Marcy a la main levée pour la 10e fois. Et encore une fois, elle n'est pas choisie. Et elle descend sa main, puis elle regarde sa main en se disant, coudonc, Chris, je suis... Genre, elle me voit-tu? Et quand elle regarde sa main commence à disparaître. C'est ça se passe dans la classe. Oui, et on peut comprendre que peut-être graduellement, elle a disparu jusqu'à devenir totalement invisible, mais moi, cette image-là, tu sais, elle aurait pu être utilisée métaphoriquement dans des publicités contre l'intimidation. Parce que pour vrai... C'est comme ça que la personne doit se sentir. Tu sais, quand tu lèves ta main pis t'es jamais choisi, tu sais, de faire coudon, est-ce que genre, on me voit-tu, je me mets à crier, là, le monde, vont-tu m'entendre, là, ou je... C'est fucké, hein, pareil, quand tu... Ouais. Puis imagine-toi, là, comment qu'elle a dû... Tu sais, ça y arrive, puis tu vois qu'elle a peur, mais en même temps, même si elle l'exprime, personne va le voir, personne va y porter attention, parce que c'est de même qu'elle se sent, tu sais. Ouais. Ça fait juste... Puis tu sais, sa main qui disparaît, ça fait juste confirmer... ces idées, là, tu sais, qui, tu sais, on me voit pas, je suis rien, je suis personne, tu sais, là, c'est comme la confirmation, là, tu sais. Donc, c'est très, 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 c'est très brutal. Et on retourne, bon, dans la bibliothèque et on a Cordelia qui entre dans la bibliothèque puis qui vient faire une demande d'aide, mais de la pire de la façon Cordelia, c'est-à-dire en disant, écoutez, je sais que vous êtes des total losers, mais... c'est j'ai vraiment besoin d'aide. Tu es comme, ah, ben c'est super, demander comme ça. Et elle parle de, bon, ce qui est arrivé à Harmony, à Mitch, à Miss Miller, et elle dit, guys, it's all about me. Puis, me. Puis, et c'est vrai, parce que Buffy le dit plutôt, Cordy is the key. Buffy l'avait compris que c'était à propos de Cordelia, mais Cordelia aussi, elle vient de le catcher que it's all about me. C'est juste que formulé comme ça, Xander est comme, hey, pour une fois, je suis bien d'accord avec toi. Ouais, it's all about you. Pour une fois, elle a raison. Donc, elle espère qu'ils vont pouvoir l'aider. Elle demande à Buffy de l'aider, en fait, parce que Cordelia, elle a peur pour sa propre sécurité à ce moment-là. Et elle, ce qui me fait bien rire, elle dit à Buffy, tu sais, t'es tellement tout le temps weird, puis t'as des armes, puis on dirait que t'es comme plus forte que les autres. I was hoping you were in a gang.
I was hoping you're in again. C'est son explication la plus plausible, mais reste quand même que ça veut dire qu'elle a remarqué que Buffy avait des armes au début. Oui. Tu sais, fait en tout cas, ça revient, tu sais, ça revient. Puis ceux qui se font bullier, ceux qui restent aiguisés à ces petits détails-là, là, ça l'accroche, tu sais, ça accroche parce que ça confirme, t'es comme, tabarnak, t'as remarqué que j'avais des armes, tu m'as fait patiner pour rien, tu m'as intentionnellement fait du mal. Ouais. C'est tout. Donc, à ce moment-là, il lui explique la situation, que c'est Marcy qui était tellement ignorée qu'elle a fini par disparaître, puis la confirmation de tout ça, Cordelia dit, je l'ai jamais vu, ce fille-là, elle me dit rien pantoute. Donc, imagine, tu sais. Ah c'est sûr qu'elle l'a pas vu, elle n'a même pas signé dans son livre, là. Non, c'est ça. Donc, ensuite, on voit, il y a une courte scène où on retourne dans le grenier, puis là, on voit Marcy qui, j'écris Get Mad, là, donc elle est plus capable d'être en esti, là. Là, la prof est sauvée, Cordelia a de l'aide, ça marche pas comme qu'elle veut, là, elle aime pas ça, là. Non, c'est ça. Là, sa vengeance vient de prendre un autre step, là, mais tu vois qu'elle se fâche. Mm-hmm. On retourne à la bibliothèque. Bon, priorité pour Cordelia, c'est de continuer avec les célébrations de McQueen, donc d'aller au bronze. Même si tout le monde fait comme, tu devrais peut-être pas y aller parce que c'est sûr que Marcy, elle va t'attaquer là-bas. Puis elle est comme, non, moi, je refuse de pas... De laisser le monstre gagner. Exactement, ouais. Mais dans le fond, c'est parce qu'elle veut juste pas lâcher prise sur les célébrations de McQueen. Donc, finalement, on dit, bon, OK, elle va aller quand même aux célébrations de McQueen au bronze parce qu'elle va nous servir d'appât, dans le fond, pour attirer Macy. Mais on voit en caméra point de vue que Macy est avec eux dans la bibliothèque et qu'elle a tout entendu du plan. Donc, c'est sûr que faire un plan à voix haute dans la bibliothèque alors qu'il y a une fille invisible qui peut être avec vous... N'importe où, n'importe quand. C'était pas leur meilleur call. Ensuite, on voit Cordelia et Buffy qui discutent dans le corridor parce que Buffy va rester avec Cordelia pour la protéger. Et c'est un moment important quand même parce que dans cette scène-là où Cordelia et Buffy sont seules ensemble... Cordelia s'ouvre sur sa propre solitude, sa propre souffrance. Je paraphrase, mais elle dit entre autres, tu sais, des fois, les gens, ils veulent tellement juste être autour de moi, à être d'accord avec moi, qu'ils portent même pas attention à ce que je dis. Ils veulent tellement juste me plaire que tout le monde, dans le fond, genre, écoute pas ce que je dis, puis tout le monde en a rien à foutre. Puis des fois, elle se sent très, très seule dans cette grande popularité-là qu'elle C'est drôle parce a. que Britney Spears a dit pratiquement la même chose dans son documentaire For the Record, qui a été diffusé en 2008, juste avant les VMAs, quand elle a fait... c'est quand elle a fait son... Ils ont appelé ça son comeback, là. Mais elle avait fait un documentaire qui a, par tout hasard, disparu de la distribution sur le marché. Okay. Fait que c'est les gens qui l'ont acheté dans ce temps-là. Qui l'ont, là, mais sinon, si tu veux l'acheter, il coûte vraiment cher en ce moment, le documentaire. Puis, tu l'as-tu, toi? Ben oui, je l'ai acheté. Puis je l'ai acheté au Walmart à 8,88 en plus, c'est ça le pire. Tu pourrais le revendre 2000 $. Jamais! Mais c'est triste. Elle en parle dedans comme quoi qu'elle est entourée de plein de gens, puis que les gens entendent ce qu'elle dit, mais ils l'écoutent pas. Ouais, c'est un peu ce que Cordelia dit aussi. Donc, c'est quand même intéressant. Après ça enlève pas les méchancetés que Cordelia fait, mais ça nous montre quand même une nouvelle facette de Cordelia qu'on n'avait jamais vue jusqu'à présent, qu'on va revoir plus tard, quand elle va décider de s'afficher avec Xander, entre autres. Mais là, pour le moment, c'est la première fois qu'elle sauve c'est la première fois qu'on la voit un petit peu plus vulnérable, je dirais. Ouais. Ensuite, on a Giles, Willow et Xander qui entendent le fameux bruit de flûte, donc ils sont attirés par le bruit de flûte et décident d'aller investiguer parce que eux, ils pensent que le bruit de flûte va les mener à Marcy. Ce qui fait du sens, là, parce que c'est une flûtière. Tu peux aussi t'amener à la méchante dans Hit, dans le cadre. Dans le quoi? Dans le film Hit, tu te rappelles pas de la madame avec la face toute déformée dans le cadre qui joue de la flûte, là? Dans le cadre? Oh mon Dieu, tu te rappelles pas de la madame? Dans quel hit? Le premier. Et puis elle a une face, là, quasiment. Dans le remake? Oui. Avec les enfants? Oui.
Ça me dit rien, pas en tout. Tu iras le voir, elle fait peur en esti, puis là, à un moment donné, ça va être dans le bureau la madame de son chez père. qui elle va prendre du... Ah non, ça, c'est quand ils sont adultes, quand elle retourne prendre le thé. Ah! Mon Dieu, je l'avais oublié, elle. Oui, moi, c'est elle que je pensais. Non, celle avec les enfants, ça me dit rien. Ça fait longtemps que j'ai vu ça. Je serais dû, d'ailleurs, pour me le retaper, là, ce film-là. En tout cas, ouais, excuse-moi. Alors là, on est en des scènes qui s'alternent rapidement. Donc, on a Giles, Willow et Xander qui suivent le bruit de flûte et on a Cordelia et Buffy qui sont ensemble. Donc, Cordelia et Buffy, vont dans j'ai écrit mop closet, le placard à balai, pour que Cordelia puisse se changer, mettre sa robe avant d'aller au bronze. Si tu dis ça à quelqu'un, je te casse la gueule. Exactement. Et de l'autre côté, on a Giles, Willow, Xander qui descendent au sous-sol. C'est là que le bruit de flûte vient. Donc, ils descendent au sous-sol pour trouver Marcy. Et ils se retrouvent dans ce que j'ai appelé la salle des machines, la salle des fournaises. Là, il y a comme plein de tuyauteries, il y a comme la fournaise, puis tout ça. Donc, ils sont comme, mais... Le boiler room, là, ouais. On est là, on veut te parler, on t'a pas oublié, Marcy. Il essaie de comme lui désamorcer un petit peu. Pendant ce temps-là, pendant que Cordelia se change dans le placard, on a Buffy qui est l'autre côté de la porte, puis qui à son tour se confie à Cordelia sur son passé. Elle dit, tu sais, moi aussi, avant, tu sais, je sais pas si elle lui dit j'ai été May Queen, ou en tout cas, elle lui parle qu'elle aussi, avant, elle était populaire. Elle essaie d'y bon, tu sais, c'est pas facile. Ouais. Elle essaie d'y dire que elle la comprend, elle est capable de comprendre ce qu'elle vit, puis d'avoir un moment de connexion avec Cordelia que Cordelia est juste pas capable de... Elle est pas capable. Elle est juste pas capable d'écouter. Elle a pas d'écoute. C'est juste qu'est-ce que elle voit comme. Il n'y a pas de... Puis Buffy a dit d'ailleurs, elle dit, si tu peux arrêter de me couper la parole, peut-être que je pourrais finir ma phrase, mais là, finalement, elle se fait pogner par... Oui, pendant que Buffy essaye de discuter, comme tu dis, à un moment donné, elle répond comme puis on entend comme des bruits un petit peu de bataille, et puis Buffy, on défonce la porte du garde-robe, puis on voit juste un peu la fin de Cordelia se faire pogner dans le plafond. Elle est forte, Marcy. C'est ça, c'est un petit peu tiré par les cheveux aussi, comme, OK, comment elle a pu, genre, la pogner puis la tirer, genre, en haut dans le plafond? Par les cheveux, voyons. Ouais, c'est ça, c'est un peu tiré par les cheveux. Puis de l'autre côté, on retrouve Giles, Xander et Willow qui sont dans la salle des machines. Et là, la porte se referme derrière eux. Ils sont comme embarrés dans la salle de fournaise. Puis là, ils se rendent compte qu'il y a comme du gaz. Donc, il y avait comme le chauffage au gaz, j'imagine. Et là, il y a plein de gaz qui s'échappent. Donc, ils sont en train littéralement de se faire gazer. Et la porte est fermée. Et là, Xander prend une pelle pour essayer de défoncer la porte, mais Giles l'arrête parce que la pelle, le bout est en métal. Sur la porte en métal, s'il crée une étincelle, il va faire sauter non seulement la salle des machines, mais même Giles dit l'école au complet parce que la pièce est remplie de gaz. Donc, ils sont vraiment pognés. Ils essaient de défoncer la porte, ils frappent, d'appeler à l'aide. Mais rapidement, ils respirent beaucoup de gaz, commencent à être un petit peu chambranlants, un peu perdre connaissance. Donc, ça s'enligne vraiment pas bien pour eux. Vous comprendrez que il y a cette saison. Dans le temps, je m'en rappelle. Mais oui, c'était comme, OK, ils vont faire quoi, là? Parce que en contrepartie, Buffy, elle, a aussi monté dans le plafond pour aller chercher Cordelia. Et une fois en haut, dans le fond, Buffy, elle retrouve Cordelia dans le grenier cachette, mais il y a on voit une seringue volante qui la pique dans le cou et elle se fait injecter un tranquillisant. Ça t'arrive, ça. Tu te fais piquer out of nowhere. Là, puis parce que, tu sais, il y a comme un petit délai avant que tu passes out, puis tu comprends que, si je viens de me faire piquer puis je vais pass out, tu sais, le sentiment de comme perte de contrôle, puis de tu sais pas ce qui va arriver, puis de la personne peut faire ce qu'elle veut avec toi. Ce 3 secondes-là avant de pass out, terrifiant. Terrifiant. Ouais. Alors, Buffy se fait piquer dans le cou et passed out. Donc là, non seulement Cordelia est passed out, Buffy est passed out. Alors, qui va venir sauver nos 3 cocos pognés dans la salle des machines en train de se faire gazer? Moi, j'étais comme, OK, lui, il est pas là, lui, il est pas là. Qui c'est qui reste? On est l'épisode 11, c'est l'avant-dernier. Et on se retrouve au bronze,
sur le stage. Alors, tout était organisé pour la cérémonie de May Queen, vous vous rappelez. Mais là, ce qu'on voit, c'est Buffy et Cordelia qui sont attachées chacune à une chaise. Et au sol, c'est écrit « Learn » ou c'est... C'est écrit sur l'espèce de... Sur le mur? Background, ouais, sur le rideau en arrière. Elle a écrit ça avec des confettis en or. OK. Donc, c'est écrit « Learn », donc apprends ou apprenez. Bien. Ou apprenez bien, ouais. Apprends bien, oui. Apprenez bien. Tous ceux-là. Exactement. Et on sont toujours pognés dans le gaz, nos trois petits cocos. Pendant ce temps-là, au bronze, Marcy parle, explique un peu sa vengeance, ce qu'elle va faire, et elle amène une table avec quand elle retire le drap sur la table, plein d'instruments, littéralement de torture. On se croirait dans des hostels. Oui, exactement. Cordelia dit qu'elle ne sent pas son visage, que son visage est numb, donc elle s'est faite piquer comme un espèce de tranquillisant. Elle s'est faite comme gelée, là, la face. Ouais, mais elle devrait pas être capable de parler dans ce cas-là. Non, puis elle baverait beaucoup plus. C'est ça. Puis elle a pas de misère du tout. Non, mais elle dit qu'elle sent pas son visage, puis dans le fond, ce que Marcy dit, c'est que parce qu'elle veut la charcuter, mais elle veut pas qu'elle sente la douleur parce qu'elle veut pas qu'elle perde connaissance. Elle veut qu'elle reste réveillée pendant Elle veut qu'elle soit consciente pour qu'est-ce qui y arrive. Oui, ouais, c'est ça, c'est cruel. Ah ouais, très, très, très The Hostel, là, ça, là. Elle lui dit, moi, je vais te faire une phrase that no one will forget. Donc, c'est quand même intense. Buffy essaye de la ramener un peu à l'ordre. Elle frappe Buffy, mais Buffy mange une méchante slap. Puis là, on apprend le scalpel, puis on se rappelle que Marcy est toujours invisible, donc le scalpel flotte près du visage de Cordelia, puis s'approche, puis elle est comme « Ah, je vais te faire une petite coupure ici. » Puis là, le scalpel est proche de son visage, ça doit être terrifiant. Quelqu'un qui t'approche quelque chose du visage, puis toi, t'es attaché sur une chaise, puis tu peux pas bouger. Donc... Oh my God! Ouais, non, c'est... Ça doit être encore plus terrifiant quand t'es Cordelia, m'a dit. Oui, quand ton visage, c'est toute ta vie. Quand on retourne dans la salle des machines, Xander finit par pass out aussi. Je pense que Willow avait déjà passed out, donc on est sur... Ça fait longtemps. Ouais, on est sur la fin pour eux. On retourne au bronze sur le stage. Le scalpel coupe le visage de Cordelia. Elle a une petite coupure assez mineure, là, assez en surface, mais quand même une petite coupure sur la pommette. Dans le prochain épisode, on la verra même plus. Exactement. Donc Cordelia crie, elle ne fait que crier et à partir de ce moment-là, elle hurle et c'est insupportable. Buffy se met finalement en mode Slayer et elle réussit à se détacher, elle l'arrache un peu en fait, là, elle arrache le bras de la chaise. Ouais. C'est ça, parce qu'elle n'est pas capable de se détacher. Les deux bras attachés sur les bras de la chaise, elle fait juste arracher le bras de la chaise finalement. C'est moins long. Commence à se battre un peu avec Marcy, mais Marcy étant invisible, c'est très difficile là, pour Buffy. Donc Marcy prend un petit peu le dessus. Avec là, au début qui crie à côté aussi. Là. Exactement, au début de la bataille. Et si on retourne dans la salle des machines de l'enfer du gaz, finalement, quelqu'un vient défoncer la porte. Mais qui sait qu'il n'arrive pas pour les sauver? Angel. C'est Angel. Et là, c'est sûr que Stéphanie, 14 ans, capote. Donc, Angel arrive pour les sauver. Angel, lui, il n'a pas besoin d'oxygène. Ben non, il respecte pas. Donc, il réussit. Et puis là, il prend Willow en mariée, là, que j'appelle, là, pour la sortir. Puis là, comme, qu'est-ce qui se passe? Donc, Angel a sauvé Xander. Il les a littéralement sauvés, là, parce qu'il était à 2 doigts de mourir. Imagine comment ça aurait été catastrophique, là. Il se serait fait vraiment gazer. Donc, il sauve tout le monde, puis il leur dit, bon, allez-vous-en, je vais régler ça, moi, le gaz, j'ai pas besoin d'oxygène. Donc, Angel va régler la fuite de gaz. Et on retourne au bronze pour la scène finale et dans le fond, Cordelia ne fait que hurler. Donc, Buffy n'arrive pas à cibler où est Marcy dans l'espace parce qu'elle est invisible. Donc, elle dit à Cordelia « Shut up! » Et la Cordelia se tait. Et là, on voit que Buffy se met vraiment en mode hyper vigilance, hyper écoute. Et tu pourrais entendre la musique faire...
Oui, donc elle se met vraiment en mode Slayer. Et là, elle entend littéralement tous les petits bruits de respiration, tout ça. Et là, elle sent que Marcy est derrière elle. Donc, elle peut se retourner et lui donner un bon coup finalement. Puis après ça, pour le restant de la scène, elle a comme mis un drap ou un rideau. C'est parce qu'elle a revolé d'un rideau, hein. Fait que... Ben, c'est ça. Fait qu'il y a comme un rideau par-dessus. Donc là, on voit la femme invisible parce qu'il y a un rideau sur elle. Ben, il y a une vraie personne en dessous, là. On le voit, là, c'est plus du CGI. Donc là, elle a pu réussir à la maintenir, mais surprise, surprise, 2 agents du FBI qu'on a vu 2 fois dans l'épisode viennent chercher Marcy. Facile de Donc, même. ils rentrent, ils disent c'est beau, on va prendre ça à partir d'ici. Merci pour tous, merci tout le monde, au revoir. Et ils repartent avec Marcy, pas d'explication, super random. Puis même Buffy, elle leur dit qu'elle les aime pas et qu'elle les trouve désagréables. Ça, j'ai trouvé ça oui, drôle. mais ils le sont, mais c'est surtout. Ben, on peut-tu avoir un petit peu plus d'explications? Bon, il y a une petite scène à la fin, mais moi, bon, ça me suffit pas. Donc, ça se termine comme ça, la scène au bronze. Donc, le combat final est ajourné par 2 agents du FBI qui repartent avec Macy en dessous du rideau. Puis Cordelia qui veut se faire déprendre. On se retrouve pour l'avant-dernière scène avec Buffy, Willow, Xander et Giles à l'école. Et quand Buffy leur demande comment ils ont réussi à sortir là, de leur prison là, dans le sous-sol, ils ne parlent pas d'Angel, donc décident de ne pas dire qu'Angel a été impliqué, qu'Angel les a sauvés. Il faut juste dire qu'ils ont réussi à trouver une façon de sortir. Reste un petit peu évasif. Donc, c'est pas la première fois qu'on... c'est la première fois, mais c'est pas la dernière fois qu'on protège cache Buffy, là, ouais. l'implication d'Angel dans un épisode. Je pense à l'épisode de l'Action de grâce, entre autres, où à la toute fin au souper, je pense que c'est Xander qui dit « Ah, puis quand Angel est arrivé puis il nous a tout sauvé, là, c'était malade. » Puis le Buffy fait comme... même, là, ouais. Quoi? What? Donc, c'est ça. Donc, Cordelia s'approche d'eux pour les remercier. Donc, c'est un remerciement sincère à ce moment-là. Elle leur dit vraiment merci, tu sais, de ce que vous avez fait pour moi. Mais il y a Mitch qui vient la rejoindre et qui dit c'est quoi, tu parles avec ces losers-là à cette heure? Et là, tout de suite, elle switch et se remet en mode Cordelia. Elle fait comme ah non, vraiment pas. Je leur donnais des conseils de mode, ha. Et elle les ditch de nouveau. Donc, retour à la réalité, retour à la normale, quoi. Ouais. Et ensuite, on s'en va à la dernière scène que je n'aime pas du tout. On est dans les bureaux du FBI et on voit les 2 agents qui accompagnent rien parce que c'est Marcy puis elle est invisible, donc on voit rien. Il lui ouvre la porte d'une classe. Il y a une professeure qui est devant une classe vide. Il lui dit « Ah, je suis sûre que tu vas te plaire ici. » Elle entre, elle s'assoit. La professeure dit « Ah, accueillez notre nouvelle élève, Marcy. » On entend des voix, mais on voit personne. Donc, tous les élèves sont invisible. Ce qui nous fait nous demander comment qu'elle a su où s'asseoir. Oui, parce que est-ce qu'elle les voit ou... Dès comment ça s'y... Hey! Oh! Excuse-moi. Oh! Excusez. Oh! La prof fait comme, peut-être celle-là. Non, je suis là, c'est quoi, tu me vois pas? Oh, je suis désolée. T'sais, imagine. Le chaos, man. Imagine le chaos à l'heure du lunch, là, tu sais, comme... Et la professeure propose d'ouvrir leur livre à la page... Je sais pas trop. Et on voit... 11. Oui, mais je me rappelle pas le numéro de page, mais chapitre 11. Et le chapitre 11, c'est Assassinat and Infiltration. Cool. Ouais, puis là, il parle de comment tuer un cult leader. Puis le texte qui est en dessous, quand tu pèses pause, ça n'a absolument aucun rapport avec... Mais moi, j'ai une théorie là-dessus, parce que là, elle a dit « Ah, je pense que je vais aimer ça être ici. » Puis là, ça ferme comme ça, là, tu sais. Mais... Ben, en anglais, elle dit juste « cool ». Ah, oui, cool. Puis avec sa voix tellement comme raspy, là, je l'aime tellement, sa voix. Et l'épisode se termine comme ça, imagine. Ben moi, ce que je pense, là, c'est que peut-être qu'elle est là pour étudier, dans le fond, son état dans ce moment. Qu'est-ce qui l'a mené à ça? Puis, tu sais, c'est ça qu'ils sont en train d'étudier. Ben, ça n'a pas de l'air. Ils font étudier comment faire des assassinats puis de l'infiltration en tant que femme invisible. Ça a plus l'air d'être une école d'X-Men, là. Ouais, t'aurais raison. Où ils vont l'utiliser comme... Ils en font un outil, une arme qu'ils vont utiliser quand ils ont besoin d'assassiner ou d'infiltrer des affaires. Donc, c'est comme le gouvernement, le FBI qui reprennent ces gens-là qui ont des pouvoirs surnaturels-ish puis qui forment pour les avoir comme des armes. C'est-tu pas assez
malhonnête. Donc, c'est là-dessus que l'épisode 11 se termine. Oui. Cool. Et ben là, il ne nous reste que la section du tour de table avec les pâtisses. Ben, je t'envoie au tour de table au segment 4. On est rendu à la conclusion, au tour de table, au moment des pâtisses. Ceux qui nous aident avec notre podcast Buffy contre le pod et qui nous racontent leurs histoires. Moi, j'adore ce segment-là. J'aime tellement ça. Entendre les histoires, d'où que ça vient, puis comment ils ont vécu les épisodes. Alors, je vais commencer avec Caroline Terrien qui nous a écrit dans le chat sur le Patreon parce que là, on a ouvert un chat. Là, sûrement que ça fait longtemps que vous autres, vous le savez, là, mais pour ceux qui commencent à écouter Buffy contre le pod et qui n'avaient pas remarqué que dans la section communauté sur le Patreon, il y a un chat Buffy contre le pod. C'est le fun parce que tout le monde se parle entre eux autres, puis il envoie plein d'affaires, puis Miguel, il envoie des petits hints un peu partout de où est-ce qu'on peut les écouter en français, puis tout. Donc, tous les petits Buffiteux, ils peuvent tout échanger entre eux autres et nous dire aussi ce qu'ils pensent de l'épisode. Alors, c'est là que j'ai pris le segment de Caroline Terrien qui nous dit « Out of Mind, Out of Sight est un très bon épisode. Mercy fait vraiment pitié, je trouve. Le fait qu'elle devienne invisible parce qu'elle se sent invisible est du génie. D'ailleurs, j'adore ce callback dans la saison 7. Et c'est vrai, Buffy a amené pour faire réapparaître une fille qui commence à se sentir invisible dans la saison 7. Puis encore une fois, c'est la bouche de l'enfer qui fait provoquer toutes ces affaires-là. Fait que c'est comme un peu un soutien de la théorie qu'on disait tantôt là, dans l'épisode. Là. Mais Buffy, pour aller que la fille, elle se sente vue, elle s'en va la gifler avant qu'elle disparaisse. Puis la fille a dit « You see me », puis c'est tout ce qui en devient. Mais oui, c'est un rappel à Marcy Ross, que j'adore, Marcy Ross. Et on a aussi des commentaires audio. On a Miguel qui nous a fait un joli commentaire audio. Je vais te faire jouer ça tout de suite. Attends une minute. Je vais aller le chercher. Je suis sorti. Et c'est parti, Miguel, on t'écoute. Miguel est invisible. Oh non! Miguel, je te vois. Have a great summer, Miguel. Je te passe ça à l'instant, c'est parti. Salut les Stéphunos, c'est un épisode que j'apprécie beaucoup à chaque fois que je réécoute la saison 1 de Buffy. Ah, ça fait du bien de voir un peu Cordelia un peu plus humaine aussi qui remercie Buffy et la gang de l'avoir sauvée, même si ça dure pas longtemps. Je vais revenir aussi sinon sur la dernière scène lorsque Marcy elle arrive dans sa classe avec ses amis invisibles. Là. Le livre qu'elle ouvre, à part le numéro des chapitres et les titres, le texte du paragraphe affiché contient en fait les paroles de la chanson des Beatles « Happiness is a war gun ». Je le savais pas. Je l'ai appris en faisant des recherches. Sur ce, je vous laisse là-dessus. Merci. Hey, justement, j'avais marqué que ça n'avait pas rapport, que c'était écrit ou que c'est ça, mais je connais pas tout. Les paroles de la tune des Beatles, ben c'est donc bien drôle. Connais-tu cette chanson-là, toi? C'est-tu Happiness? Je sais pas. Je pensais que t'en allais dire El Pinisso del Giorno. El Pinisso. Non, c'est pas ça. Happiness. Je connais pas bien mon Beatles. Ah, mais c'est donc bien cool. Merci, Miguel, pour vrai. Oui, merci. Je me sens vraiment plus smart. Maintenant aussi, on va aller écouter le commentaire de Marc Berchini de Horror News Podcast. Attends une minute, il faut juste que j'aille le chercher parce que c'est dans un autre dossier. En direct de la France. En direct de la France, hein, on est plus gay, nous. Non, c'est midi, c'est pas ça. On est plus gay. On est plus gay. On est plus gay. On est plus gay. Je te le quoi? Oui, on est plus gay. Attends un peu, je le sors, c'est-tu ça? Hey, salut les Stéphunos et les fans de Buffy. Non, ça c'était Miguel encore. Sacrément, ça mais plus fort. Oui, beaucoup plus fort. Il a pris de l'assurance, Miguel. Mais les Français parlent très fort. J'ai eu peur. Une minute, là, je le cherche. C'est parti, Marc, on t'écoute. Salut Steph, salut Bruno, c'est Marc de Horror News Podcast. Et donc, j'ai appris que vous parliez de l'épisode de Buffy, Portée disparue. C'est un épisode qui me tient à cœur parce qu'il aborde un thème très universel qui est la solitude et l'exclusion. Donc là, effectivement, je pense qu'on l'a tous ressenti à un moment ou à un autre, et notamment dans notre scolarité, le fait de se sentir un petit peu invisible et solitaire. Ce qui est intéressant dans cet épisode, c'est qu'on va voir les deux côtés de la solitude. D'un côté avec le personnage de Marcy, qui va donc s'effacer parce qu'elle se sent complètement invisible. Et de l'autre côté, le fait de se sentir solitaire, même au milieu de la foule, même accompagné, et ça va être représenté notamment par Cordelia, qui va nous montrer une nouvelle facette, tout ça grâce à la prestation de Charisma Carpenter, qui est vraiment top dans cet épisode.
Donc Marcy est interprétée par Cléa Duval, actrice que j'aime beaucoup moi parce que c'est une éternelle outcast et notamment dans le rôle de Stockley dans The Faculty que j'aime beaucoup. On fera un clin d'œil à cet épisode et aux personnages qui disparaissent comme ça par manque d'attention dans la toute dernière saison de la série. Et le petit plus pour cet épisode-là, c'est que personnellement j'adore la fin. J'ai vraiment l'impression d'avoir affaire à une fin à la X-Files un petit peu. C'est vrai, ça fait vraiment X-Files, mon Dieu. Ah ben, c'est intéressant qu'il précise que lui, il adore la fin, parce que moi, je disais que ça me plaisait pas du tout, mais c'est vrai que ça fait très X-Files. Pour avoir écouté la saison 1 et 2 pour l'avoir binge-watché récemment de X-Files, c'est que c'est très compartimenté. L'épisode se termine sur une espèce de fin ouverte, comme l'épisode Portée disparue, mais après ça, on n'en réentend plus jamais vraiment parler. Donc, effectivement, ça fait très X-Files. Je suis bien d'accord. Ben, moi, je serais pas surpris qu'ils essayaient de faire un X-Files pour plus jeunes aussi, là, avec Buffy, parce qu'X-Files, c'était un peu plus vieux aussi, je pense, quand dans les... c'est un peu plus... Oui, c'était plus adulte, mettons, là, avec Dana À la limite, Scully. tu sais à quoi ça me fait penser, la finale? À quoi? À une finale chair de poule. Oui, ben oui, en queue de poisson, là, justement, là, quand chair de poule. Finalement, on est des extraterrestres et on n'est pas sur la planète Terre. Ah! Puis là, t'es quoi? Tu parles de Bienvenue au camp de la peur, là. Exactement. Mais c'est vrai, d'ailleurs, nous autres, on va faire ça, d'ailleurs, bientôt, le fantôme d'à côté. Oui. Faudrait qu'on se plane ça, hein, mais on va commencer par faire nos 60-50 000 projets. Alors, c'est ce qu'on avait comme commentaire des parties et collaborateurs. Merci. Toujours tellement le fun, pertinent et intéressant d'entendre les commentaires des auditeurs qui nous amènent en plus des petits trucs qu'on avait pas vus. Donc, merci. Et toi, Bruno, si je te demandais tes points positifs, donc coup de cœur, pied dans le cœur de l'épisode. Coup de cœur, Marcy Ross, ce personnage-là, là, c'est une vilaine que j'aurais aimé revoir, qui est jouée par Cléa Duval, qui semble être vraiment aimée, cette fille-là, honnêtement. Il y a quelque chose elle est authentique dans ses personnages, puis, tu sais, comme... je sais pas, je trouve que même dans ses expressions faciales, tu es capable de nous partager quelque chose, de nous véhiculer un message, puis surtout que là, en plus, dans cet épisode-là, elle était invisible, puis pourtant, là, sa tristesse était ressentie, puis ça, je pense que c'est dû aussi aux autres acteurs qui l'ont représenté, le personnage, à travers ce qui était dit. Fait que ça, oui. Puis, je vais dire... Bon, pied dans le cœur, c'est drôle parce qu'on a parlé d'X-Files, puis moi, j'ai écrit les X-Files, pas d'explication et ne jamais revenir, ça me gosse. Comme qu'ils viennent la chercher à l'école, puis qui... Tu sais, est-ce que vous savez c'est qui, Buffy? Comme savez-vous à qui vous vous adressez? À la Slayer? Comme êtes-vous au courant de ça? Parce que là, vous venez carrément l'apprendre, puis si vous n'êtes pas au courant... Elle vient de faillir des assassiner. Est-ce qu'on peut dealer avec leur traumatisme à eux autres aussi, qui est un peu ce que Cordelia disait justement, tu sais, dans le début. Genre, la fille ne faisait que penser à sa jambe, puis moi, ma peine, personne n'y pensait. Ben non, clairement, personne n'y pense, Cordelia. Alors, voilà la réponse. Fait que oui, c'est ça. C'était, pour moi, ça, c'était comme un gros... ça me plaisait pas. Je vais te dire ma quote parce que je trouve qu'elle est intéressante, puis c'est Angel qui l'a dit. Oh. Il dit « Regarder le miroir et ne voir aucun reflet n'a rien d'extraordinaire. » Je trouvais ça poétique, comme son amour pour la tueuse. Il est tellement poétique. Moi, mes points positifs, coup de cœur, puis dans le cœur, je te dirais que mes coups de cœur, c'est le fait qu'on voit le côté vulnérable de Cordelia pour la première fois, qu'on voit aussi l'autre côté de la médaille. Comme Marc disait dans son commentaire audio, de voir que Cordelia aussi, elle se sent seule malgré sa popularité. Je trouvais ça intéressant. Puis définitivement, pied dans le cœur, c'est pas la décision de les agents du FBI qui viennent chercher Marcy ou qui l'amènent à l'école, mais le fait que ça n'a jamais eu de continuité. Donc, si ça avait eu une continuité, ça aurait comme résonné plus tard dans la saison. Ça m'aurait peut-être plus parlé, mais là que ça se termine comme ça. Puis tu sais aussi, c'est comme, OK, les agents du FBI viennent chercher la fille invisible.
comment ça qu'il n'y a jamais aucun agent du FBI qui s'est intéressé à la Slayer, genre la jeune fille qui a plein de pouvoirs, qui peut se régénérer super rapidement, qui se blesse peu ou pas, qui a une force... elle se blesse parce que dans les livres, ils disent qu'elle a mal. Non, mais elle se blesse, ça m'a marqué. J'ai juste, elle se répare, mais elle se régénère plus rapidement. Tu sais, elle marque pas facilement, puis elle est capable de se guérir plus vite. Exactement. Donc, ça, je trouve que c'est un petit peu... tiré par les cheveux, donc j'aime pas vraiment la finale. Sinon, mes deux quotes, c'est Cordelia qui dit à Buffy « I was hoping you were in a gang » et Xander qui décrit de signer dans un album de finissant « Have a good summer », The Kiss of Death. Ça m'a beaucoup fait rire. C'est ça, c'est mes deux quotes. Toi, Bruno, pour ta note sur 5, ça ressemblerait à quoi pour l'épisode? 4.4. Oh, quand même! Okay. Ouais, il est très haut dans ce... Tu sais, il m'a touché beaucoup cette fois-ci en l'écoutant. Tu sais, le Bruno qui a grandi, qui, je veux pas dire, est au-dessus de ça, parce que t'es jamais au-dessus de ça, même pas Cordelia, même pas Marcy, en fait. Mais maintenant que je ne vis plus ça à tous les jours, puis que j'ai assez de recul, ça m'atteint encore de voir comment... certaines personnes peuvent vivre ça. Puis ici, ça a été joué avec beaucoup d'authenticité. Puis il est dans mes coups de cœur. Si j'avais à me faire un VHS de Buffy, il irait dessus, là, cet épisode-là. OK. Mais écoute, moi, je veux pas te choquer. Moi, j'ai donné 3 sur 5. C'est bon. Qui est une note juste, mais sans plus. Il y a trop de petites choses qui m'ont dérangé dans le scénario de l'épisode, je te dirais. Ça a fait un fret. C'est qu'un fret? Non, ça n'a pas fait un fret. Mais non, écoute, moi, je trouve que 3, c'est bon. Là. La note de passage, pour moi, c'est 2.5. Fait que, regarde, je me plaindrai pas. Puis en même temps, je sais que la fin, elle te fâche, là, comme tu dis. Fait que, pas qu'elle te fâche, mais que c'est... en effet, là, c'est comme si elle perdait sur toute la ligne, là, Marcy, puis c'est plate. C'est plate. Mais elle est devenue méchante, Marcy. Elle a perdu son humanité. Là, fait que c'est plus... Oui, mais on ne naît pas méchant, on le devient. Donc, après ça, c'est qui est à condamner? Est-ce que c'est Marcy parce qu'elle a été méchante ou c'est nous parce qu'on l'a rendue méchante? Hein? C'est qui le vrai méchant? Ça, c'est la question. Mais en même temps, quand on va revenir à l'épisode avec Buffy Earshot dans la saison 3, où est-ce que Jonathan, il voulait se suicider avec une mitraillette avec viseur et tout. Là. Buffy ramène le fait que tout le monde a sa propre souffrance là-dedans qui n'a pas été abordée non plus dans l'épisode avec Marcy. Là, ici, c'était pas un cas que tout le monde a ses propres souffrances. Ça a été abordé un petit peu. Cordelia a parlé de sa propre souffrance. Ah oui, c'est vrai, sa souffrance. Faut pas oublier la souffrance à Cordelia. Oh là là. Sinon, écoute, Bruno, c'était l'avant-dernier épisode de la saison 1. Donc, il va nous rester l'épisode 12, le manuscrit Prophecy Girl, qui est le dernier épisode de la saison 1. D'ici là, Bruno, si tu me cherches, moi, je vais être dans le grenier, dans la cachette à Marcy, en train de manger tous les chocolats de Cordelia. Moi, tu m'excuseras parce que je peux pas sortir. Il faut que j'étudie mon chapitre sur les assassinats et infiltrations. On n'a pas fini l'heure de s'envoyer à nos segways. On est vraiment... oui, moi, c'est même rendu que je suis... c'est moi qui t'envoie. Oui. Ça t'insulte-tu quand je fais ça, par exemple? Non, j'adore ça. Parfait. OK. J'adore ça. T'es prête? Oui, je suis prête.